C'est le même scénario pour des milliers de personnes. Ils dorment mal, ont du mal à perdre du poids, se sentent constamment fatigués. Mais quand on fait un bilan sanguin, tout semble dans les normes. Et donc le vrai problème, c'est qu'on ne regarde pas vraiment les bons marqueurs. Les analyses de base passent à côté des signaux essentiels. Inflammation silencieuse, résistance à l'insuline, dérèglement thyroïdien, carence masquée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les bilans classiques ne suffisent plus, quels marqueurs peuvent tout changer et comment mieux comprendre votre corps avant même qu'il ne vous envoie des signaux d'alerte. Moi, c'est Max G et on a créé une plateforme de santé préventive qui s'appelle Lucie et qui vous permet de faire des tests sanguins avancés pour comprendre précisément ce qui bloque votre perte de poids. Inflammation, insuline, cortisol, thyroïde. Et si ça vous intéresse, on vous offre moins 5% sur votre test sanguin avec le code podcast5 en cliquant sur le lien dans la description. Et aujourd'hui, on est avec William Kadmiri, expert naturopathe français qui va nous expliquer pourquoi la biologie est souvent mal interprétée et comment reprendre le contrôle sur sa santé avec les bonnes données. Le sport à haut niveau, c'est un peu antinomique, tu vois. C'est difficile d'être en bonne santé quand tu fais du sport à haut niveau. Faites tester votre indice OMA parce que vous pouvez ne pas être en surpoids et déjà avoir de la résistance à l'insuline. C'est le rendement qui compte, il faut travailler, il faut se coucher tard, se lever tôt, travailler. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Si vous voulez durer, il faut dormir. Votre alimentation, elle est vide. Vous mangez des choses qui sont vides, qui ont l'aspect d'un poulet, mais qui ne contient plus les micronutriments du poulet d'il y a 50 ans. Vous mangez des fruits et des légumes qui ressemblent à des fruits et des légumes. C'est juste un artefact. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'oligo-éléments. Vous n'avez plus les micronutriments. Salut William. Salut Max. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super. Est-ce que ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans ce podcast ? Plaisir partagé. On se voit toujours en visio. Donc là, j'ai fait une petite escale à Paris. Donc un petit peu d'embouteillage, mais ça va. Super. Écoute William, on est très curieux d'en savoir un peu plus sur toi. On sait que tu éduques énormément de personnes, plus de 80 000 sur les réseaux sociaux. Et ce que tu prônes, c'est effectivement la santé préventive. Donc c'est vachement aligné avec ce qu'on fait à Lucie et dans ce podcast, le Polyphénol Podcast. Et donc effectivement, ça serait avec plaisir d'en savoir un peu plus sur toi, ton histoire. Alors moi, c'est William Kadmiri, j'ai 34 ans. Je suis papa de deux magnifiques princesses. C'est important parce que c'est ce qui m'a construit et ce qui fait que je suis allé encore plus loin dans le projet d'autonomisation au niveau de la santé. Parce que quand on a une famille, c'est un peu différent. On a vraiment envie de donner le meilleur pour ses filles, pour ses enfants. Et donc, ça m'a forcé en quelque sorte à creuser un peu plus ces sujets-là, les sujets de la prévention. Et moi, initialement, je suis coach sportif, donc j'ai eu un parcours assez classique. On peut voir, il est quand même assez baraque. Ah, écoute, je fais beaucoup moins de musculation qu'avant. Maintenant, c'est plus, tu vois, la santé fonctionnelle. Mais donc, moi, je suis coach sportif à la base. J'ai eu un parcours classique, fac de sport, BPJEPS pour ceux qui connaissent. Et puis, j'ai fait à peu près 8 ans, 9 ans de coaching. Donc, dans les salles de sport, je faisais du coaching privé. Je me déplaçais au domicile des gens. Les gens venaient chez moi. J'avais un garage qui était aménagé en salle de sport. Puis, j'ai travaillé dans quelques studios de coaching. Et là, tu étais à Paris à ce moment-là ? J'étais en Île-de-France. Alors, moi, je n'ai jamais habité à Paris. J'étais dans le 77. Et je me déplaçais aussi sur Paris, notamment dans un studio de coaching où on s'est connus avec Max. Ouais. Avec Max numéro 2. L'autre Max. C'est Max B. Voilà, Max B, ouais. Voilà, avec Max B, on s'est connus à la suite coaching, super studio de coaching. J'ai de très très bons souvenirs là-bas. Moi, je faisais donc du coaching plutôt axé perte de poids, remise en forme. J'ai eu un petit passage dans la prépa physique, mais ça m'intéressait un petit peu moins. J'étais beaucoup plus passionné par le fait de remettre des gens, des lambdas en bonne santé, leur faire perdre du poids, etc. En tout cas, c'est ce que... j'avais déjà cette vision de le sport à haut niveau, c'est un peu contre-intuitif avec la santé, c'est antinomique, tu vois. C'est difficile d'être en bonne santé quand tu fais du sport à haut niveau parce que tu vas chercher de la performance. C'est un vrai sujet, ça, parce que, effectivement, avec Lucie, on accompagne de plus en plus d'athlètes et le problème, c'est qu'en fait, ils sont surentraînés, suractivité, et en fait, là où on pense qu'ils sont en extrême bonne santé, en fait, il y a énormément d'inflammation à l'intérieur du corps et c'est ultra contre-intuitif. En fait, l'extérieur ne reflète pas forcément l'intérieur. Tu vois des gens qui sont très secs, qui sont dessinés, tu vois des abdominaux et tu te dis, forcément, la personne est en parfaite santé. Ce n'est pas forcément synonyme de bonne santé, même si, bien évidemment, en général, quand tu as une bonne ligne, tu es aussi en bonne santé. Mais il y a quand même des freins, des fois, en tout cas des limites à ce que la performance va t'amener en termes de santé. Et donc, très très tôt, peut-être vers l'âge de 20 ans, j'ai pris conscience que j'avais envie de vivre longtemps. Vraiment, j'avais ce truc... Vivre jusqu'à 100 ans.
107 ans, c'était mon chiffre dans ma tête, c'est C'est toujours vrai mon chiffre, ouais, vraiment. 107 ans? 107 ans, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est un chiffre, les gens qui me connaissent le connaissent ce chiffre, 107 ans, ouais. Et en fait, je regardais mon père, et mon père, marocain, qui a toujours vécu un peu dans son jardin, qui n'a pas fait énormément de sport dans sa vie, mais qui a plutôt une bonne santé, tu vois, c'est quelqu'un d'assez solide, il a 78 ans, il a eu ses premiers cheveux blancs vers, je sais pas, 60 ans peut-être, tu vois. Aujourd'hui encore, il est plus brun que gris, et il était très phytothérapie sans le savoir. Il avait son jardin avec ses plantes aromatiques, ses plantes, encore aujourd'hui. Il nous a un petit peu transmis ça. Et je me disais, quand j'ai commencé le sport, j'en faisais trop. Quand j'ai commencé le coaching sportif, bah, tu sais, tu donnes des cours, tu t'entraînes toi-même, tu coaches les gens, tu es toujours très actif et je le sentais que je m'oxydais. Alors à l'époque, j'avais pas ces termes-là, mais je sentais que je vieillissais plus vite que la normale. C'est quoi c'est quoi les signaux? Est-ce que tu avais des choses que tu pouvais ressentir? Bah alors, j'étais en inflammation permanente. À l'époque, je n'avais pas les mots là-dessus. Je pouvais pas mettre les mots là-dessus. Je faisais pas d'analyse biologique, mais j'avais tout le temps des tendinites, tout le temps des blessures. J'avais un sommeil qui était pas de bonne qualité. Tu sais, quand on est coach sportif, on travaille très tard. On peut même donner des cours collectifs. Moi, c'était mon cas jusqu'à 21h, 22h. Donc, tu t'endors, il est 2h du matin. Tu dînes à 23h minuit. Tu dînes à 23h minuit. Et tu te lèves, tu es complètement KO, tu es décalé, tu es gris tout le temps. Moi, je me souviens, j'étais en théorie en bonne santé, tu vois, j'étais sec, mais j'avais des cernes qui m'arrivaient jusqu'ici. Les gens me disaient toujours à la salle de sport, t'es fatigué, t'es crevé, ça va, William, ça va. Moi, je sentais que j'allais bien. En fait, j'étais en permanence sous l'adrénaline, sous le cortisol, sous les hormones de stress, tu vois. Et je le voyais que j'étais fatigué parce que quand j'allais en vacances, j'avais besoin de dormir une semaine, quoi. Ouais. J'avais besoin de dormir une semaine et je sentais que j'allais dans une... Je me voyais pas jusqu'à 40 ans faire ça. Je me disais, mais attends, tu te vois en train de donner des cours à 40 ans, etc. Et donc, je savais qu'il fallait que je trouve une porte de sortie. Mais ça, je l'ai su très, très tôt. Donc, dès que j'ai commencé le coaching vers mes 20 ans, je savais que ça allait pas durer. Et donc, au fur et à mesure, j'ai vu énormément de gens. J'ai coaché beaucoup, beaucoup de monde. Et je voyais que, clairement, l'apport de l'entraînement physique ne suffisait pas pour pouvoir essayer de débloquer certains freins, la perte de poids, pour pouvoir réguler certaines choses comme le sommeil, comme le stress, etc. Et les gens venaient chercher peut-être 30% d'amélioration avec moi. J'étais très frustré de ne pas pouvoir leur apporter. Alors, j'ai aucune prétention de dire que je peux apporter 100%, pas du tout, mais peut-être 60%, tu vois, plus de 50% en tout cas d'amélioration. Et là, je sentais que j'étais limité à ces 30%. Ok, parce que tu penses, c'est du coup les 30%, 20%, c'était par rapport à l'activité physique que tu leur recommandais. Le reste, du coup, c'est basé sur... Il y avait l'alimentation. Alors, bien évidemment, quand on est coach sportif, on est obligé, c'est ce qu'on disait en off, on est obligé de se former et d'intégrer des notions de nutrition. Donc, je l'avais déjà fait depuis très longtemps. J'avais testé tous les régimes alimentaires, toutes les diètes sur moi dès mes 20 ans. J'ai été vegan, j'ai été végétarien. J'avais fait un passage dans les jus de légumes aussi. Tu vois, c'était l'époque Thierry Casasnovas. Pour ceux qui connaissent la naturopathie, c'était encore quelqu'un de très, très influent sur YouTube qui préconisait les jus de légumes. Ça venait des États-Unis. Et bon, bref, j'ai fait plein de choses. Et donc, la nutrition, ça a été quelque chose que j'ai intégré très rapidement dans ma pratique, avec beaucoup d'erreurs, parce que je n'avais pas toutes les notions. Et au fur et à mesure, je me suis dit que il fallait que j'approfondisse ce sujet. À l'époque, on avait le choix entre le BTS Diet, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait certaines formations aux États-Unis de nutrition, mais là, on est en 2016, c'est pas encore aussi démocratisé que maintenant. En tout cas, le contenu, les formations sur Internet, déjà, c'est que en anglais, c'est pas traduit en français, et t'es pas sûr de tomber sur une bonne formation. Donc, c'était beaucoup les coachs sportifs américains qui proposaient des formations, mais voilà, difficile de s'y retrouver. Et j'avais déjà commencé à mettre un pied dans la naturopathie, comme je te l'ai dit, avec déjà la tradition, mon père qui était, sans le savoir, un herboriste. Tu vois, il connaît énormément de choses sur les plantes médicinales. Et moi, j'avais commencé à m'y intéresser. J'avais mis en place plein de choses par rapport à ce que j'avais pu trouver sur YouTube notamment. Et donc, pour moi, c'était la logique d'aller vers la naturopathie. Tu t'es fait former toi-même, tout seul Non, alors j'avais fait mon auto-formation et puis après, j'ai intégré une école de naturopathie. On pourra en parler après. Les écoles de naturopathie, c'est pas quelque chose de très organisé. Encore aujourd'hui, on en parlera parce qu'on ouvre une école en septembre. C'est quelque chose qui a créé une certaine frustration dans mon cursus parce qu'il y avait plein de manquements, tu vois. Il y avait beaucoup de manquements au niveau de l'enseignement et encore aujourd'hui, c'est difficile de trouver des écoles de qualité. Donc,
j'ai fait cette formation, j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir un très très bon formateur qui était naturopathe et médecin et qui avait une vision scientifique, qui avait une vision terre à terre sans forcément négliger certains principes qui ne sont pas forcément étudiés en fac de médecine. Et donc j'ai commencé à partir de 2017 à faire des consultations. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que je prenais plus de plaisir et j'avais plus de résultats en travaillant sur la partie holistique, naturopathie, donc avec l'alimentation. À l'époque, c'était le début, je commençais à intégrer les bilans biologiques, mais c'est plutôt à partir de 2019 que je l'ai fait presque systématiquement. Et je voyais que j'avais de plus en plus de résultats combiné à de l'activité physique, mais je me rendais compte que finalement, le temps que je passais à faire du coaching, il y avait plein de gens qui le faisaient aussi bien que moi et je ne voyais pas pourquoi j'allais m'investir là-dedans alors que, voilà, vous pouvez trouver plein de bons coachs, alors qu'en naturopathie en France, il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, c'était de la naturopathie à l'ancienne, avec certaines limites, alors des fondamentaux qui sont très intéressants, mais aussi certaines limites. La naturopathie un petit peu old school, qu'on tend un petit peu, pas à remettre en question, mais à essayer de débroussailler avec mes collègues Johan Manon, Marion Paré. C'est quoi ce que tu appelles la naturopathie old school? Parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert la naturopathie il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je me demande à quoi ça aurait pu ressembler, quoi. La naturopathie old school, c'est la naturopathie qui ne veut pas forcément intégrer les données modernes, comme par exemple les bilans biologiques pour l'anamnèse. C'est-à-dire que tu vas te fier uniquement aux symptômes de la personne, tu vas prendre en considération certains marqueurs physiques et tu vas aussi faire en sorte que les gens rentrent dans certaines cases que tu as appris, on appelle ça les diathèses notamment, certains profils en quelque sorte qui sont définis par des anciens naturopathes qui ont fait une sorte de cartographie des différents profils. Alors, il y a des trucs très intéressants, mais pour moi, c'est un complément. Tu vois, tu peux pas dire à une personne « Ah, t'es comme ça, t'as la mâchoire comme ça, donc toi, ta biologie, c'est ça. » Non, tu peux avoir déjà des intuitions que tu vas ensuite confirmer avec un bilan biologique et surtout, rien ne remplace l'anamnèse complète avec les symptômes de la personne. Et en fait, je me suis vraiment détaché de ça, en tout cas, j'ai gardé, on va dire, certaines sensibilités dans l'anamnèse traditionnelle naturopathique, mais j'ai intégré des concepts beaucoup plus modernes et pour ça, ça a été la médecine fonctionnelle, les médecins fonctionnels et je me suis dit, mais en fait, ils font de la naturopathie avec des outils modernes. Et il y en avait déjà des médecins fonctionnels en France? Oui, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis... En fait, le terme médecin fonctionnel, c'est assez moderne, mais en fait, les médecins qui travaillent sur la causalité, il y en a depuis toujours, simplement. Ils font pas forcément énormément de bruit, ils sont pas dans le système, ils sont pas dans l'ordre établi, donc parfois ils dérangent. Souvent ils vont s'expatrier parce qu'en France c'est compliqué d'exercer parce qu'ils sont constamment remis en cause par l'ordre des médecins. Tu vois, ils font pas l'unanimité et donc comme ils font pas l'unanimité, ils font pas de bruit ou bien ils s'expatrient. Okay. Voilà. Donc ça a été la médecine fonctionnelle et puis après en 2019-2020 j'ai passé un DU à la fac de Paris-Descartes en micronutrition et j'ai découvert le professeur Castronovo qui est un peu un pont de la micronutrition en Europe et même dans le monde, j'ai envie de dire, et j'ai adoré vraiment le cursus et j'ai adoré les formateurs et j'ai adoré cette vision qui est en fait une vision vraiment profondément naturopathique parce qu'on est sur les fondamentaux, c'est-à-dire la cause des causes. On va chercher l'origine du problème, sauf que là, on a vraiment des marqueurs tangibles. On peut reproduire, on peut... et puis, il y a la science derrière, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont validées aussi scientifiquement et qui permettent de moins nager en eau trouble. Attention, je ne dis pas que tout doit être prouvé par une étude randomisée contre placebo. Il y a plein de choses qui sont... de l'ordre du bon sens et de l'ordre même de l'expérience et qui n'ont pas encore eu la chance d'être validés par les études et qui fonctionnent, mais se baser uniquement sur des choses théoriques, tu vois, c'est compliqué. Et puis, comment tu veux expliquer à ton client, je dis client parce qu'en naturopathie, on n'a pas le droit de dire patient, mais il ne faut pas voir que la partie business quand je dis client. Comment tu vas expliquer à ton client que ton hypothèse est forcément véridique alors que tu n'as rien pour lui prouver? Tu lui dis, ah mais t'inquiète, crois-moi, c'est un peu ça, tu vois. C'est comme ça, c'est les... Non, tout est basé sur la confiance que tu as envers la personne. Exactement. Quoi. Et en fait, on se rend compte, et moi je l'ai vécu, que des fois tes hypothèses, elles sont pas bonnes du tout. Et si tu n'as pas une biologie pour te le prouver, alors bien sûr, je dis pas qu'il faut systématiquement une biologie pour prouver quelque chose qui semble être logique. Dans certains cas, tu as des symptômes des fois qui sont très évocateurs, qui te permettent de mettre en place tout de suite un protocole. Mais pour des choses un peu plus complexes, tu fais des hypothèses
hypothèses. Et donc, tu vas partir sur des protocoles. Tu vas faire des protocoles expérimentaux ou bien des protocoles que d'anciens naturopathes ont développés. Tu vas suivre ça et en fait, tu vas faire des recettes. Tu vas faire des recettes. Donc, le principe d'individualisation en naturopathie, qui est un principe fondamental, individualiser le protocole, tu ne peux pas vraiment l'individualiser si tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a sous le capot. Ouais. Et donc, du coup, tu utilises ces diagnostics comme étant un avant-après et de potentiellement créer ce résultat sur l'expérimentation et de pouvoir un peu itérer après derrière sur le protocole, quoi. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc voilà, après je me suis formé à la naturopathie et puis la micronutrition et puis la consultation a pris de plus en plus de place. J'ai arrêté progressivement le coaching, j'ai gardé juste mes clients de longue haleine, de longue date, pardon. Et puis je me suis développé sur les réseaux sociaux. Je commençais à partir de 2018. Sans aucune prétention, j'étais le premier naturopathe sur Instagram. Mon compte, ça s'appelait William KDM, Fitness et Naturopathie. Donc tu étais encore entre les deux, quoi. J'étais entre les deux. Et en fait, dans mes premières publications, tu regardes en 2018, c'est des publications où j'essaye de faire une publication un jour sur deux sur l'entraînement sportif et un sur la naturopathie et la diète et plein de choses, tu vois. Et aussi, et là, franchement, j'y vais avec un petit peu d'orgueil, j'étais le premier à faire des réels. Ça n'existait pas les réels en 2018. Mais si tu regardes mes premières publications, pendant un an, je faisais une infographie et en fait, tu switchais et tu avais des vidéos, ça durait qu'1 minute. Donc, je faisais plein de vidéos d'1 minute sans montage, c'est dégueulasse. Je parle, à un moment donné, je coupe. Après, ça part à la vidéo. Des fois, tu avais des 6 slides de vidéo, donc tu as 6 minutes de vidéo enchaînées comme ça. Mais ça a marché bien, ça a bien marché. Et donc, très rapidement, j'ai eu de l'audience. Surtout que les gens ne connaissaient pas du tout la naturopathie. Si tu veux, en 2018-2019, le contenu que je publiais sur Instagram, aujourd'hui tu publies ça, les gens te disent c'est bon, je sais. Ouais. Mais les gens ne savaient pas, il y a 7 ans maintenant, les gens ne savaient pas, n'avaient jamais entendu parler de naturopathie. C'est un peu comme si tu vas dans un village de France où les gens n'ont pas forcément, vont pas le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux et tu leur parles de naturopathie, ils vont te dire quoi, tu es naturopathe, ça veut dire quoi, tu vois, ils vont penser que tu es un charlatan. Ouais. C'est encore le cas malheureusement encore maintenant. Et donc voilà, je me suis développé sur les réseaux sociaux et petit à petit ma communauté. Ça rebondit vachement avec... en fait, j'aurais bien voulu avoir effectivement l'écosystème actuel de la naturopathie en France, parce qu'il a énormément évolué. Donc tu disais qu'il y a 7 ans, il n'y avait personne qui était dans la naturopathie. En fait, il y avait des anciens... la naturopathie, mais ils n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ils étaient dans la naturopathie old school, avec des choses c'est pas que je les remets en question, pas du tout, mais pour moi c'est pas suffisant, ou bien ça fait partie d'une certaine branche qui est de l'ordre peut-être du courant énergétique, où tu as besoin d'être face à la personne, de toucher la personne, et c'est très intéressant, et il faut des thérapeutes manuels, il faut des thérapeutes qui ont une vision peut-être plus sensible que la mienne. Moi j'assume parfaitement avoir une vision plutôt matérialiste de la naturopathie. Donc c'est quoi une vision matérialiste ? C'est-à-dire que je vais plus travailler sur la matière avec, par exemple, la micronutrition, avec des choses tangibles et moins des choses de l'ordre de l'invisible. Et quand je dis de l'invisible, par exemple, le champ électromagnétique, c'est quelque chose d'invisible. Pourtant, ça existe. Tu vois, et donc ça, tu le prends pas du tout en compte Je le prends pas en compte. Je prends la dimension psychologique en compte dans mon accompagnement, mais ce n'est pas ma spécialité. Et quand je suis en consultation, j'ai 1h, 1h30 avec la personne. Je peux pas aller dans toutes les branches. Tu sais, dans les écoles de naturopathie, on te forme à la thérapie manuelle dans la majorité des écoles. Ça sert à rien si tu veux faire de la micronutrition. Quand je dis ça sert à rien, tu peux pas faire 1h30 où tu vas manipuler la personne, tu vas lui faire un massage, tu vas la toucher et puis ensuite tu vas lui dire ok, on va reprendre l'anamnèse maintenant. Non, c'est pas possible. Il te faut dans ce cas-là 4 heures. Tu prends qu'une personne par jour, tu vois. C'est impossible. Que ce soit au niveau économique, c'est impossible. Ensuite, au niveau compétences, on a beau dire qu'on peut être multicasquette. J'ai longtemps pensé qu'on pouvait tout faire bien. La journée, elle fait que 24 heures. Si tu veux être bon dans quelque chose, tu es obligé de te spécialiser. Tu es obligé de passer plus de temps sur un sujet, une thématique. Après, rien n'empêche de bien maîtriser cette thématique. Et puis ensuite, tu la gardes, tu l'entretiens et tu ramènes une deuxième thématique. Tu vois, mais c'est compliqué de tout faire en même temps et d'être bon en même temps. Moi, je l'ai vu quand j'ai essayé de combiner le coaching. Et le coaching, je considère avoir été un bon coach. J'ai été formateur aussi dans les BPJEPS. J'avais
toute la théorie, j'avais de la compétence, j'étais bon, j'avais aussi des performances qui me permettaient d'avoir de la légitimité pour dire, bon voilà, je m'entraîne, je montre que ce que je fais, ça fonctionne. Mais à un moment donné, si tu veux te spécialiser en micronutrition, en naturopathie, j'ai vu que mes compétences en coaching, elles commençaient à diminuer parce que j'étais plus à jour sur certaines formations. Ouais. Donc c'est là où je me suis dit, non, je vais arrêter le coaching. Il y a des gens qui vont être beaucoup mieux, bien meilleurs que moi. Ça sert à rien, je ne vais pas mentir aux gens, tu vois. Je sais qu'il y a énormément de naturopathes qui aussi, au sein même de la naturopathie, choisissent des spécificités. Ouais, des spécialités. Ça peut être, pour toi, ça va être les hormones. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, la spécialisation, aujourd'hui, étant donné qu'il y a de plus en plus de naturopathes et de plus en plus de gens qui consultent naturopathes, c'est important d'avoir une spécialité. Je trouve ça très bien. Par contre, il faut faire attention à ne pas oublier qu'en tant que naturopathe, on reste des généralistes de la santé préventive. C'est-à-dire que si tu te spécialises, tu t'ultra spécialises dans un domaine, tu vas oublier certaines bases qui sont la vision holistique de la naturopathie. Quand tu es naturopathe, tu peux pas tout maîtriser dans le détail, mais tu dois bien comprendre tous les systèmes pour pouvoir ensuite faire en sorte de proposer un protocole qui faille que la personne... tu vas retrouver la cause, ou en tout cas, tu vas essayer de travailler sur la cause. Imaginons que tu es spécialisé que sur le système digestif. Tu maîtrises tous les troubles micronutritionnels, tous les troubles du microbiote, etc. Tu fais que ça. Une personne qui vient avec un trouble digestif, qui a un trouble hormonal qui impacte son système digestif, bah, tu vas faire quoi ? Tu vas la renvoyer vers un naturopathe spécialisé en hormonologie. Tu vois, ça commence à devenir la médecine allopathique. Ce qu'on reproche à la médecine allopathique, c'est-à-dire l'ultra-spécialisation et le réductionnisme où tu vas couper le corps en plein d'organes différents, où tu vas aller voir un gastro-entérologue qui va te dire non, mais en fait, vos problèmes psychologiques n'ont rien à voir, allez voir un psychiatre. Alors qu'en fait, ta dysbiose intestinale, elle provoque un état de stress permanent, par exemple. Tu vois, tu vas aller voir un psychiatre, il ne va pas prendre en compte la dimension intestinale, il ne va pas prendre en compte la dimension hormonale. Tu es en hypothyroïdie, tu vas avoir un état dépressif constant. Il va te mettre sous antidépresseurs. Tu vas aller voir ton endocrinologue, il va te dire bon, mais en fait ta thyroïde, ok, on va la traiter, mais il va pas prendre en considération que si tu as une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde, c'est peut-être parce que tu as un déséquilibre au niveau de ta flore intestinale ou que tu as des carences. Et finalement, en naturopathie, le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de faire de l'ultra-spécialisation. Donc un bon naturopathe, il doit maîtriser globalement tous les systèmes et ensuite, il va se spécialiser dans un système pour pouvoir peut-être avoir encore plus d'expertise, tu vois, et pour aller encore plus loin. Mais normalement, en naturopathie, justement, on veut cette vision globale pour essayer d'équilibrer tous les champs. Mais on est aujourd'hui face à des problématiques qui sont de plus en plus complexes avec des... Je te parle juste, par exemple, du Covid long. Covid long, c'est une nouvelle problématique. C'est un casse-tête chinois. Il y a énormément de choses, des troubles, il y a des déséquilibres. C'est quoi le Covid long Le Covid long, c'est une symptomatologie liée à l'infection Covid qui fait que tu vas avoir des symptômes de fatigue chronique, potentiellement des troubles digestifs chroniques, des sensations de douleurs permanentes potentiellement comme un peu la fibromyalgie et en fait c'est quelque chose où on ne sait pas encore vraiment véritablement ce que c'est. On a mis une étiquette Covid long, parfois c'est suite à une vaccination et on ne sait pas trop ce que c'est, tu vois. Et donc tu es face à des problématiques qui nécessitent de creuser beaucoup plus que ce qu'on pouvait avoir besoin de faire il y a ne serait-ce que 5 ans, 10 ans, tu vois. Avant, quand on était naturopathe, on s'intéressait à l'hygiène de vie de la personne, on appelle ça l'hygiénisme, c'est comment elle dort, est-ce qu'elle s'expose à la lumière, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit. Et puis déjà en réglant tout ça, et encore maintenant beaucoup pour certaines personnes, mais tu pouvais déjà avoir une action énorme sur la santé de la personne. Aujourd'hui, tu as des gens qui font tout bien, vraiment, hein, qui essayent de maîtriser tous les pans de leur quotidien, qui habitent à la campagne, qui font attention à la pollution électromagnétique, et pourtant ils sont dans des états catastrophiques. Et chez ces personnes-là, tu es obligé d'aller creuser, et tu vas chercher des trucs dont tu n'avais même pas idée avant, et tu vas te spécialiser dans des domaines. Et là, attention, je vais le dire avec beaucoup d'humilité, mais on a des naturopathes qui creusent des domaines que même des médecins spécialistes ne maîtrisent pas super bien, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller creuser tous ces détails. Et quand on est naturopathe, on n'est pas en 60 heures par semaine en burn-out parce qu'on est à l'hôpital en interne, etc. Tu vois, 70 heures. Et est-ce que c'est pas lié au fait que finalement les médecins, tu vois, c'est des médecins généralistes en général, ils n'ont pas forcément le temps
pour se former à une spécialisation ou alors des choses bien spécifiques? Tu vois, la question que tu soulèves là, c'est une question très 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 complexe. Je vais essayer d'y répondre, mais attention, l'objectif c'est pas de faire de la médecine bashing, tu vois, c'est pas de critiquer les médecins. Alors il y a plusieurs points. Le premier point, si on commence par la fac de médecine. En fac de médecine, et pour avoir discuté avec énormément de médecins, je sais que ça se passe comme ça, on t'apprend à détester les médecines traditionnelles. C'est-à-dire que le médecin, il y est pour rien, mais il y a un formatage pendant les années de médecine qui fait que si tu t'intéresses, si tu as un bouquin de nutrition, de micronutrition, de phytothérapie, on va te dire, mais tu es un charlatan. C'est pas science-based, c'est pas prouvé par 100 milliards d'études ce que tu dis, donc c'est faux. Pourtant, tu vois, il y a moins de gens sur Terre qui font de la médecine allopathique que de la médecine traditionnelle. Il y a plus de médecine chinoise, il y a plus de médecine ayurvédique, il y a plus d'autres médecines traditionnelles sur Terre. Les gens survivent, tu vois. Alors, je ne suis pas en train de chercher à opposer les deux médecines. Pour moi, elles sont extrêmement complémentaires. La médecine allopathique, heureusement que la médecine allopathique existe. Heureusement que la médecine d'urgence existe. Heureusement qu'on est capable de faire les diagnostics qu'on fait aujourd'hui. Et je trouve ça génial d'intégrer ces données-là dans notre pratique de naturopathie. C'est ce qu'on fait avec les analyses biologiques, tu vois. Donc attention à ne surtout pas opposer, dire que la médecine allopathique, c'est quelque chose de problématique. Ce qui est problématique, c'est le poids de l'industrie pharmaceutique sur la médecine en France et dans certains pays. Et ça, bon, il ne s'agit pas d'être complotiste que de le dire. Il y a une vraie problématique qui est largement documentée. Il suffit de voir juste les amendes de certains laboratoires. Tu vois, c'est plusieurs milliards de dollars pour certains laboratoires. Donc, on est face à des entreprises pharmaceutiques qui ont une influence considérable sur les États, sur les données scientifiques, sur énormément de choses. Ça, c'est pas complotiste de le dire. Ça, c'est un problème. Maintenant, la médecine allopathique, si elle n'était pas parasitée par tout ça, j'ai envie de dire, génial, incroyable la médecine allopathique. Tu vois, on a sauvé des millions et des millions et des millions de vies grâce à des découvertes, grâce à des diagnostics, grâce à beaucoup de choses. Même s'il y a eu aussi l'hygiène qui a permis aussi d'augmenter l'espérance de vie, la charge de travail, il y a beaucoup de choses. L'industrialisation, enfin la tertiarisation du travail qui a fait que les gens pouvaient prendre plus de temps pour s'occuper de leur santé, étaient moins fatigués, travaillaient moins jusqu'à l'épuisement. Bon, bref, ça c'est une autre question. Donc, dès les études de médecine, les médecins sont biberonnés à détester les médecines traditionnelles. Ça passe aussi par les médias mainstream. On le voit aujourd'hui à la télé. Il y a des documentaires à charge sur la naturopathie où on va prendre certains exemples extrêmes et on va en faire la norme. Et puis tu connais, tu as la musique bien angoissante avec la voix. Nous sommes à Bussy-Saint-Georges où un naturopathe tu vois, exerce. Ça aurait pu être un truc sur moi. Et puis c'est surtout qu'en plus, ils vont à chaque fois prendre des exemples genre vraiment très isolés d'un naturopathe qui a... Parce qu'en fait, tout le monde fait des erreurs. Et bien sûr, mais attends, mais si tu regardes les effets secondaires, le nombre de décès par an d'effets secondaires de la médecine allopathique, de médecins ou les erreurs de diagnostic ou les erreurs médicales, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc là, tu as ce premier point. Et ne croyez pas que je suis en train de vouloir cracher sur les médecins, c'est vraiment pas ça. Tu as ce premier point-là. Ensuite, tu as un deuxième point, c'est que les médecins... ils n'ont pas eu la vision holistique de la naturopathie ou de la médecine fonctionnelle, appelez ça comme vous voulez, de la médecine traditionnelle. Et donc, quand tu leur parles de causalité, de vitalisme, de vision globale de la santé, pour eux, tu leur parles chinois. Donc déjà, on ne parle pas le même langage. Eux, ils sont dans leur cabinet, ou pour la médecine générale, ils voient entre 30 et 60 personnes par jour. Ils ont 5 à 10 minutes par personne. Ils n'ont pas le temps. Ils demandent directement la carte vitale parce qu'il faut aller vite. Et donc, il faut vite chercher des diagnostics où il y a de l'urgence. Une personne qui va arriver et qui va te dire ah mais j'aimerais bien faire de la prévention, écoute, j'ai pas le temps, tu vois. Il a pas le temps parce que il doit premièrement c'est comme ça, rentabiliser son temps, on peut dire ce qu'on veut, Hippocrate, etc. Un médecin, il a besoin de vivre. Il a fait des études pendant 10 ans, il était payé moins que le SMIC pendant son internat, et pour beaucoup, ils ont des crédits sur le dos. Donc, il doit commencer à se payer correctement. Quand tu regardes les charges en France, quand tu regardes le poids de l'administratif aussi, du temps qu'ils vont avoir à faire pour les dossiers, pour rentrer tout ça sur Internet, plus le cabinet, plus la secrétaire à payer, ils sont obligés d'avoir un certain rendement et le suivre, quoi. Ouais. Bien sûr. Ensuite, il y a le fait qu'il n'y a pas assez de médecins, donc ils sont obligés de prendre ça, c'est un vrai problème, entre 4 et 5 000, et voire même 10 000 patients. Donc ça veut dire qu'ils ont un roulement énorme. Tous les jours, il y a des urgences, etc. Il y en a qui travaillent jusqu'à 23 heures, donc ils sont en burn-out. Tu leur parles de prévention, mais quand est-ce que tu vas
te former pour faire ça. Ouais, en fait, c'est leur dernier problème. C'est leur dernier problème. Enfin, genre, ils ont pas du tout cette priorité aujourd'hui. Évidemment. Et ils ont enfin fini les 10 ans d'études qui les ont traumatisés. Ils ont été en burn-out. Ils ont tous été sous antidépresseurs, anxiolytiques. Ils ont pris 20 kilos. La seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de rentrer en conflit avec l'ordre des médecins en faisant des choses qui ne sont pas dans les lignes. Et puis, il y a un autre truc, et ça, je suis désolé, ce n'est pas contre les médecins de le dire, mais il y a le ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique. Les médecins peuvent, s'ils le souhaitent, toucher des primes annuelles qui peuvent être de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, pour certains dépasser les 10 000 euros par an, s'ils respectent tous les items qui sont proposés, c'est-à-dire la prescription des bons médicaments, la prescription des bonnes analyses, ne pas faire trop d'analyses. Et même un médecin qui ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, s'il fait trop d'analyses, il reçoit au bout d'un moment un petit courrier de la CPAM avec un petit coup de pression gentil en disant regardez, vos collègues, ils ne font pas autant d'ordonnances. Et donc, ils sont piégés. Et donc, ceux qui veulent s'en sortir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se déconventionner. Donc, ça devient de la consultation à 300 €. Ils vont s'expatrier. Et donc, il y a un écart au niveau de la possibilité de consulter. Tu as soulevé un truc qui est les médecins ne peuvent pas prescrire des tests sanguins à tout va, et qu'en fait, ils sont vachement limités. Mais en fait, c'est pas, tu penses, c'est vraiment comme ça. Ils sont surveillés. D'un côté, en fait, il y a le bâton et la carotte. La carotte, c'est tu peux gagner de l'argent si tu suis bien les recommandations. Ceux qui n'ont pas envie de la carotte, ils ont le bâton. Parce que s'ils font pas ce qui est... Donc, ils sont dans un étau. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Ils essaient de se faire petits. Et pour avoir discuté avec beaucoup de médecins, mais la majorité des médecins, ils sont dégoûtés du système. Ils ont envie d'aider au maximum leurs patients. Ils sont complètement épuisés. Ils essaient de trouver des alternatives pour leurs patients. Ils répondent à des coups de téléphone. Franchement, au début, je vais te dire honnêtement, j'étais en mode les médecins, c'est tous des pourris. Tu vois, le discours classique du naturopathe extrême, tu vois. En fait, pour maintenant connaître la réalité des choses, la majorité des médecins sont passionnés, ils veulent vraiment aider. Et pour beaucoup, ils sont démunis de voir que les patients sont de plus en plus critiques en leur égard. Ils sont de plus en plus déçus du système. Il y a eu la perte de confiance avec le Covid, avec la vaccination, avec ce qu'on sait, qui fait que tous les médecins, malheureusement, ils ont été mis dans le même panier, même s'il y en a qui ont déconné, faut le dire la vérité. Il y en a beaucoup qui ont déconné, c'est-à-dire qui ont vraiment perdu la confiance, et on peut le comprendre, tu vois. Pour beaucoup, ça nous a traumatisé cette période. Tu sais que j'ai eu une stat, j'ai vu une stat qui disait que en 2000, il y avait 60 ou 80% de personnes qui avaient confiance en leur médecin, et que là, en 2023 ou 2024, je crois qu'il n'y en avait plus que 30%. Et le problème, c'est que on n'a surtout pas envie de ça, parce que là, en fait, on est en train de faire une lutte horizontale entre le patient et son médecin, au lieu d'aller chercher la lutte verticale sur les donneurs d'ordre et sur ceux qui organisent le chaos, sur le système qui organise volontairement le chaos, et qui paye les pots cassés ? Les patients. Et les médecins aussi, faut pas croire. Médecins, est-ce que tu es content de rentrer chez toi en sachant que tu n'as donné que des IPP, des antidouleurs, des anti-inflammatoires, que tu n'as jamais traité la cause du problème ? Et non, tu n'as pas l'impression de tu sais, quand tu commences médecine, tu as plein d'idéaux, tu te dis « je vais sauver des... » Non, en fait, c'est pas ce que tu fais, malheureusement. Et ils le savent. Et ceux qui essaient de sortir du système, ils commencent à s'intéresser à d'autres choses. Et ça devient des médecins fonctionnels excellentissimes. Parce qu'ils ont la base scientifique et qui vont intégrer des notions de santé globale, de prise en charge de la causalité, avec justement le bilan biologique, etc. Mais tout ça, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher pour le patient. Et donc, du coup, tu vois cette augmentation de la santé fonctionnelle donc par les médecins fonctionnels, mais aussi également par les naturopathes. Tu sens que la communauté elle est en train de grossir. Toi, tu le sens parce que tu as un peu ce rôle, j'ai l'impression, pour en avoir discuté avec énormément de naturopathes, c'est que c'est William Kadmiri qui a... ça met la pression, alors c'est pas William Kadmiri, non, c'est-moi tranquille. On peut le dire, tu as quand même instauré beaucoup d'éducation autour de ça.
Tu as donné beaucoup de valeur à énormément de Je naturopathes. suis pas le seul du tout, vraiment. Je suis pas le seul du tout. C'est juste que je fais partie d'une génération. J'ai été La première la génération. première génération de naturopathes en ligne. Voilà, c'est tout. Et de naturopathes à intégrer des choses qui sont un peu touchy pour le naturopathe, c'est-à-dire parler d'analyse biologique. Parce qu'il y a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête en tant que naturopathe de ah, tu fais de l'exercice illégal de la médecine. Ah, ça, c'est pas ton rôle, ça, c'est le rôle du médecin. Toi, va juste t'atteler à savoir. Parce que du coup, avant la naturopathie, c'est-à-dire qu'il prescrivait Enfin, il s'occupait pas du tout de la partie Biologie. biologie. Encore maintenant, c'est pas ce qu'on nous recommande. Mais Mais parce que c'est l'aspect légal, c'est ça. Tu as l'aspect légal qui fait que tu n'as pas le droit d'interpréter un bilan biologique. Donc aujourd'hui, avec l'UCIS, avec d'autres solutions, on nous permet en tant que naturopathe de contourner légalement cette problématique parce que l'interprétation, elle est donnée par un médecin. Donc toi, tu travailles sur base d'une interprétation. Et là, tu peux faire plein de choses. Tu peux conseiller des micronutriments, tu peux conseiller de l'hygiène de vie, etc. C'est génial. Mais beaucoup de naturopathes se cachent derrière cet aspect légal pour ne pas se former et ne pas procrastiner sur ça en se disant ah, de toute façon, bon, déjà, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Donc, j'ai pas envie de me mettre dedans. De toute façon, légalement, j'ai pas le droit. Tu vois, mais sauf que comment tu veux faire si tu sais pas comprendre un bilan biologique? Je te dis pas de l'interpréter, je te dis pas de poser un diagnostic, mais comprendre un bilan biologique, savoir ce que la personne est là pour lui proposer des recommandations, tu es obligé de le faire. Tu es obligé. Et donc, on est plusieurs à avoir, on va dire, accepté d'endosser ce rôle-là, tu vois. Moi, je ne l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait parce que ça me plaît, ça me passionne, et parce que j'ai vu beaucoup de consultants. Alors, consultant, c'est un meilleur mot que client d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de consultants, et les gens venaient toujours avec leur bilan biologique. Et c'est ce qu'ils attendent. Donc du coup, il y avait une demande, il y avait des gens qui arrivaient avec leurs résultats biologiques. Systématiquement. Et qui souhaitaient en savoir un peu plus. Toi, tu avais été formé par rapport à ça. Enfin, comment tu t'es formé d'ailleurs Moi, je me suis formé en autodidacte avec... autodidacte. Après, je me suis formé avec beaucoup de médecins fonctionnels, dont le docteur Hertog, le docteur Malguinet, docteur Coudron. Donc ça, c'est que des médecins fonctionnels. C'est que des médecins fonctionnels qui proposent des formations. Donc, j'ai fait plein de formations de tous les médecins, en fait. Parce que eux, ces médecins fonctionnels, ils font plus de consultations, finalement. Si, ils font encore des consultations, mais bon, c'est des trucs de 1 an, 2 ans d'attente. Wow. Et 2 ans d'attente. Pour certains, oui. Il y en a qui prennent même plus de consultants ou qui prennent plus de nouveaux consultants. Mais si, pour beaucoup, continuent à faire de la consultation. Après, ils font beaucoup d'autres choses. Ils font de la formation, ils sont dans des comités scientifiques. Tu vois, ils ont d'autres... et puis, ils sont vieillissants, donc ils ont aussi d'autres passions, peut-être, tu vois, ou d'autres projets. Ils sont plus forcément tous dans l'opérationnel. Mais oui, donc c'est avec les médecins, en fait, finalement, qu'on se forme, les naturopathes. Ceux qui veulent aller plus loin, c'est avec les médecins qu'on se forme. Ok, donc du coup, tu as tous ces médecins fonctionnels. C'est grâce à eux que tu as appris sur la naturopathie et à lire ces résultats biologiques. Et donc, finalement, tes clients arrivaient avec ces résultats-là. Et toi, en fait, tu leur proposais un suivi par rapport à ça. Et comme tu avais dit tout à l'heure, c'est faire des expérimentations, des protocoles expérimentaux. Et donc, de pouvoir suivre un avant et un après grâce à ces résultats biologiques. Ouais, et du coup, c'est un peu moins expérimental dans le sens où tu as des données tangibles sur lesquelles tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir te baser, tu vas pouvoir compenser une carence, voir l'équilibre entre les différents micronutriments pour ne pas faire n'importe quoi. Tu vas pouvoir comparer le système hormonal avant, après ce que tu as mis en place. Et là, je ne parle pas d'hormones, je parle de travail sur l'hygiène globale de la personne, sur l'hygiène de vie. Donc, tu vas faire ton vrai métier de naturopathe, travailler sur le terrain, sauf que tu peux observer avec un bilan les évolutions que tu as pu obtenir. Et tu travailles là vraiment en arrière-plan de la maladie. Tu travailles sur le terrain qui a pu causer le déséquilibre fonctionnel que la personne va avoir avec les symptômes pour lesquels elle vient consulter. Au lieu de faire que simplement lui donner, même naturellement, un anti-quelque chose, par exemple une personne qui est allergique, tu peux lui donner un antihistaminique naturel. Il existe des plantes pour ça. Il existe C'est quoi les plantes qui existent Tu as le plantain, tu as la quercétine, tu as plein de micronutriments qui sont antihistaminiques naturellement, le magnésium, la vitamine B6, le zinc. Il y a beaucoup de choses qui ont une action antihistaminique. Mais là, tu vas faire du symptomatique. Rien ne t'empêche de le faire. Moi, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps pour calmer le symptôme, mais tu vas essayer de comprendre en arrière-plan pourquoi la personne a des allergies. Qu'est-ce qui fait qu'elle elle dégranule. Parce que pour toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'allergie, dans la tête de beaucoup, c'est paru comme quelque chose de très normal. Tu vois, t'es allergique, oh bon, bah, c'est normal, tout le monde est touché par une allergie, une certaine allergie. Donc, toi, en gros, tu as un peu redéfini ça, et donc la naturopathie. Oui, c'est pas moi,
En fait, il y a une allergie, donc il y a potentiellement, bien sûr, il y a potentiellement une cause. Il y a quelque chose qui impacte ton corps. Il y a quelque chose qui se passe pour produire cette allergie. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Simplement, On en parlait tout à l'heure par rapport aux cheveux blancs, ouais, on pourra en parler si tu veux. mais il y a toujours une cause. Sachez que vous avez des cheveux blancs, il y a une cause. Il y a une cause. Alors, bien sûr, il y a C'est il y a des paramètres génétiques. Si, il y a toujours des paramètres génétiques sur lesquels tu as plus ou moins de levier d'action. Tu peux travailler sur l'expression des gènes, mais tu ne vas pas changer l'ADN d'une personne. Il faut bien le comprendre, hein. Une personne qui a certains gènes, elle a ces gènes-là, tu vois. Si tu as les yeux d'une certaine couleur, tu vas les garder. Bon, même si on peut observer certaines différences en fonction de l'hygiène de vie, mais tu vas rester dans la même teinte, tu vas avoir les mêmes cheveux. Simplement, tu as plein de leviers sur lesquels tu peux agir au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'équilibre hormonal, au niveau du stress oxydatif, au niveau de la régulation de certains paramètres inflammatoires, etc., etc. Et tout ça va faire que tu vas développer ces symptômes ou non. Donc, pour reprendre ton exemple sur l'allergie, l'allergie, c'est un symptôme d'un dérèglement. C'est pas normal d'être allergique. C'est pas normal d'être allergique. Alors, c'est peut-être normal d'être allergique si tu vis dans un environnement extrêmement pollué, que tu respires un air extrêmement pollué, que tu manges n'importe quoi. Donc oui, si dans cette normalité, c'est normal. Enfin, ça me fait rappeler un truc. Du coup, ça me fait tilt, c'est que j'avais une amie qui était allergique à tout ce qui était les nuts, donc tu vois Les oléagineuses. voilà. Mais en fait, le problème, c'est que tu en as dans énormément de plats. Et donc, en fait, ça l'impactait énormément. En fait, c'est potentiellement quelque chose qui se passait dans son corps si elle produisait ça. Bien sûr, et toujours. Est-ce que le degré, on va dire, est-ce que la causalité est totalement corrigeable? Parfois, si tu veux, il y a certaines strates, c'est comme des poupées russes. Jusqu'à où tu arrives à ouvrir les poupées et est-ce que tu vas arriver à trouver la dernière? Tu vois, dans certains cas, tu as des couches de causalité qui sont difficiles à atteindre. Tu vois? Et puis là, on peut aller sur le plan énergétique, sur le plan psycho-émotionnel, sur des choses qui m'intéressent énormément, mais que je ne vais pas aborder parce que je n'ai pas le temps et les ressources pour pouvoir creuser aussi bien que d'autres thérapeutes. Ok. Donc du coup, tu dis que parfois, bon, c'est trop compliqué ou alors ça demande potentiellement un suivi trop profond et que on ne peut pas Tu peux si la personne en a envie, mais la personne elle va devoir s'entourer d'une équipe et ça a un coût. Et ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Tu as l'investissement en temps, en énergie et l'investissement financier. Et ça fait que dans le meilleur des mondes, tu aurais des cliniques avec plein de personnels différents. Un médecin allopathe, un naturopathe, un thérapeute manuel, un coach sportif, un psychologue, un hypnothérapeute, tout ce que tu veux, un énergéticien, un kinésiologue. Et la personne elle ferait un suivi avec tout le monde. Et puis, génial. Mais dans la réalité, combien ça va te coûter, ça, tu vois? Ou bien mobiliser autant de personnes, tu sais, pour une semaine. Évidemment. Mais donc, dans le meilleur des mondes, tu vois, moi, ça c'est un truc... J'adorerais avoir mon centre, tu vois. Alors plus tard, tu vois, peut-être dans 10 ans, tu vois, un truc au Portugal, où les gens viennent vraiment chercher la santé. Parce que toi, tu es au Portugal. Hein, ça fait un an que je suis au Portugal. Ouais. Donc un endroit de ressourcement complet, tu vois. Mais ça, tu le fais quand tu peux te le permettre, parce que tu sais que c'est un truc qui va être à perte en théorie, parce que les gens, tu vas leur offrir beaucoup plus que ce qu'ils vont investir. Effectivement, ça serait la chose idéale. Maintenant, tu arrives très bien aujourd'hui et en fait, comme tu disais, à utiliser ces résultats biologiques, faire des protocoles et après, derrière, avoir des résultats. Et donc, du coup, en gros, tu as un impact qui est beaucoup plus profond. Quand tu disais par rapport à avant où tu étais coach de sport et que tu étais très frustré parce que tu avais ces 30% et tu n'arrivais pas à aller plus loin, là, aujourd'hui, en fait, tu arrives à débloquer des problèmes et du coup c'est quoi les problèmes majeurs que tu résous chez tes clients consultants? Oui, alors il y a plusieurs grands axes de problématiques pour lesquelles les gens viennent consulter. Tu as les problématiques liées à la fatigue. La fatigue est dans cette boîte. Imagine qu'il y a plein de petites boîtes. La fatigue, il peut y avoir par exemple des troubles hormonaux.
des troubles au niveau des hormones sexuelles, des hormones thyroïdiennes, des hormones surrénaliennes. Tu as la petite boîte carence nutritionnelle. Tu as la petite boîte infection, des infections, donc des problèmes immunitaires. Tu as la petite boîte inflammation, le niveau inflammatoire de la personne. Tu as la petite boîte résistance à l'insuline, etc. Tu en as plein des boîtes comme ça. Donc, si tu veux, les grandes problématiques, ça va être la fatigue, ça va être les troubles féminins hormonaux avec les dérèglements du cycle, les syndromes prémenstruels, les règles abondantes, les fibromes, les pathologies féminines comme le SOPK, l'endométriose. La ménopause, même si ce n'est pas une maladie, ça fait partie d'une période de vie chez les femmes où il y a beaucoup de symptômes. Donc ça, c'est un autre grand pôle. Ensuite, tu as les problématiques métaboliques avec les problématiques de poids, d'inflammation, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, etc. Ça, c'est une autre grande famille de problématiques. D'ailleurs, c'est sans doute la famille la plus importante parce que c'est la plus représentée dans le monde. La première cause de maladie dans le monde, c'est les maladies cardiovasculaires. Et la première cause de maladie cardiovasculaire, c'est le syndrome métabolique qui lui-même est lié à la résistance à l'insuline. Donc, un petit conseil à toutes les personnes qui vont regarder notre podcast, mais je pense que si vous le regardez déjà, vous avez un certain pied dans la santé fonctionnelle, faites tester votre indice OMA parce que vous pouvez ne pas être en surpoids et déjà avoir de la résistance à l'insuline et donc déjà faire le lit d'une maladie cardiovasculaire future, d'un diabète de type 2. Et voilà, c'est statistique. Après, vous allez développer hypertension, etc. Il y avait un Français, j'ai vu, il y avait un Français sur 5 qui est en prédiabète de type 2, mais qui ne le sait pas, en fait. Et c'est ça le plus, ouais, c'est le exactement plus ouf, ça. c'est qu'en fait, il y en a énormément qui potentiellement développent ce prédiabète, mais qui ne sont pas au courant parce qu'en fait, ils ne se font pas tester. Et tu disais, l'indice OMA, c'était ça, l'indice OMA, ouais, qui est aujourd'hui testé chez Lucie, c'est un marqueur essentiel parce qu'il peut permettre d'avoir cette évolution. Et donc, effectivement, nous, chez Lucie, dans l'abonnement, tu as 2 tests par an. Et c'est ça qui permet d'être aussi important, c'est d'avoir l'évolution. Cette évolution. Exactement. Et l'indice OMA, c'est pas très compliqué à inverser si tu suis les bonnes recommandations d'hygiène de vie, mais le fait de le savoir, ça te met un petit coup de pression qui te permet de te mettre au boulot, quoi. Et quand tu le sais pas, et en fait, on te diagnostique au dernier moment, en fait, là, tu es diabétique. Je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, elle est diabétique et je suis persuadé qu'elle est diabétique qu'elle est prédiabétique depuis qu'elle a au moins 30 ans, si tu veux. Okay. Et sauf qu'on lui a diagnostiqué son diabète vers l'âge de la ménopause. Donc, du jour au lendemain, comme ça, elle s'est présentée au labo. Ah madame, vous êtes diabétique. Chez son médecin. Si tu veux, c'est du jour au lendemain parce que tu sors des normes labo au niveau de ta glycémie. On te dit, là, il y a peut-être un petit souci, tu vois. Sauf que ça faisait peut-être 20 ans que tu flirtais avec les normes hautes. Ça faisait 20, mais sauf qu'on vu qu'il n'y a pas de marqueurs prédictifs, on ne te les donne pas, tu vas te retrouver diabétique du jour au lendemain avec des traitements parce qu'elle ne faisait pas forcément des tests. Non, jamais. Même encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas forcément dans la culture. Donc les anciennes générations, j'ai l'impression que c'était... c'est en train d'énormément évoluer, mais les anciennes générations n'étaient pas forcément au courant de la prévention de ces sujets. Pourquoi j'irais me faire tester alors que j'ai rien, quoi. Le problème, c'est que la prévention en France, j'ai fait une vidéo récemment sur YouTube, c'est moins de 2% de ce qui est alloué à la santé. Ce qui veut dire que si tu n'as pas toi-même la volonté proactive d'aller faire des tests, d'aller juste t'intéresser à la prévention, d'aller faire du sport, etc., personne ne va le faire pour toi. Et le médecin allopathe, encore aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est un dieu vivant. Tu vois, même tu le sens qu'il y a un rapport de hiérarchie quand tu vas voir ton médecin, tu es gêné, tu n'oses pas trop lui parler, tu n'oses pas trop lui demander, tu n'oses pas trop le déranger, tu vois. C'est l'effet blouse blanche. Tu te dis, il est au-dessus de toi. Ok, j'entends, ils ont fait beaucoup d'études, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une confiance des anciennes générations en leurs médecins qui fait que si le médecin leur dit pas qu'il y a un problème, ils vont se dire, mais pourquoi je vais aller me prendre la tête à faire des tests, etc. Mon médecin m'a dit que tout va bien. Moi, très, très souvent, j'ai des gens en consultation qui viennent, donc souvent des personnes de plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui montrent leurs analyses et qui me disent, mon médecin m'a dit que tu étais très, très bien. Je regarde le bilan, les triglycérides, elles sont à 80, la glycémie, elle est à 1,10. Enfin, tu vois, le bilan hépatique, il est perturbé, il est même en gras, si tu veux, ça sort des normes. Ouais. Et en fait, oui, dans le logiciel du médecin allopathe où t'es pas en urgence vitale, t'es pas en train de mourir, donc tu vas très bien. Mais non, tu vas pas très bien. Tu es déjà dans une zone grise où
as plein de maladies tu as déjà des maladies, tu le sais pas en fait. Tu as déjà un syndrome inflammatoire, tu as déjà un prédiabète. Donc oui, est-ce que non, tu n'as pas encore un diabète de type 2, donc on s'inquiète pas. Mais parce que justement, le système allopathique aujourd'hui, il est construit sur une maladie, une solution allopathique, un médicament. C'est pour ça que je te disais au début, et c'est la vérité, tout est construit sur l'industrie pharmaceutique. On peut retourner le problème dans tous les sens. L'objectif, c'est pas de faire striker ton podcast. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je dis. Tu vois, c'est la vérité. Le modèle est construit sur l'industrie pharmaceutique. Donc, il faut attendre qu'il y ait une maladie pour donner un traitement qui va fonctionner comme un abonnement. Et basta. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un moment, un déclic d'une certaine génération qui s'est dit, bah non, mais en fait, je vais aller voir ailleurs parce que j'en ai marre que mon médecin me dise c'est normal. Alors qu'il y a des douleurs, il y a des sensations qui ne sont pas normales. Et donc, il y a eu une remise en question. Si tu veux aujourd'hui agir sur ta santé, il faut que tu te prennes en main. Il n'y a que toi qui le feras. Ça va être alors un effort déjà logistique parce qu'il faut commencer à se faire sa petite éducation. Mais il y a aussi donc un effort un peu financier parce que du coup, ce n'est pas remboursé forcément par la sécurité. La prévention, si tu disais, c'est 2%. Donc, il y a un petit effort à faire, mais les gens le font. Oui, alors notre génération un peu plus. Mais pourquoi notre génération ? Parce qu'on a vu nos parents, nos grands-parents, désolé pour le vocabulaire, mais crever à l'hôpital avec 30 médicaments par jour, tu vois, avec une surmédicalisation, et on a vu ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné, et la génération de nos parents, peut-être qu'ils voyaient un peu moins ça. Il n'y avait pas autant de problématiques liées à l'hygiène de vie. Les gens mangeaient peut-être un peu un peu mieux, etc. Il n'y avait pas autant de problématiques chroniques qu'aujourd'hui. Et puis les gens peut-être avaient d'autres soucis, on va dire, que la prévention. Mais nous, notre génération, on voit comment ça se passe. On a les réseaux sociaux qui sont arrivés, tu vois. On va dire que c'est à partir de 2005, tu vois, YouTube. 2005, 2010. Donc nous, notre génération, on a vécu... Est-ce que tu as déjà regardé les infos, tu vois ? Tu n'as jamais regardé le 20h ? Ou peut-être quand tu étais petit, tu vois, parce que tes parents avaient allumé la télé, mais sinon, on n'a jamais regardé le 20h. On a eu la chance d'avoir une information beaucoup plus libre et d'aller chercher nous-mêmes l'information. Alors bien sûr, tu as tout et n'importe quoi, mais tu peux toi-même aller chercher ton information, te faire ton propre algorithme et donc tomber sur des sujets hyper intéressants. Et tu te rends compte que l'histoire qu'on t'a racontée quand tu étais petit, l'histoire à laquelle tes parents ont cru, elle n'est pas top, elle n'est pas super, tu vois. Et donc, tu vas prendre tes responsabilités si tu le souhaites. Et le monde de demain, c'est un monde extrêmement bipolaire, avec une partie de la population qui va continuer à suivre les recommandations officielles, etc., qui va être dans le conformisme, et une partie qui va s'autonomiser et qui va chercher des solutions alternatives. Quand je dis ça ne veut pas dire renier l'hôpital, ça ne veut pas dire renier son médecin. Évidemment, un naturopathe, il ne va pas vous opérer à cœur ouvert. Évidemment, un naturopathe, il ne va pas va pas vous prendre en urgence, ce n'est pas son rôle. Mais la majorité des gens, ils ne meurent pas d'un accident de voiture, tu vois. La majorité des gens, ils meurent de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, de cancers, etc. Et ça, c'est la conséquence de 10 ans, 20 ans de mauvaise hygiène de vie. Donc, c'est à nous de nous prendre en charge, c'est l'autonomie, c'est ce que je prône sur les réseaux sociaux. Et c'est partout, c'est pareil dans tous les domaines, quoi. Que ce soit au niveau de l'éducation financière, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation physique, l'éducation de nos enfants. Si tu veux rester dans le moule à suivre les recommandations officielles, etc., vas-y, fais ce que tu veux. On verra dans 20 ans, tu vois. C'est juste ça ce que je veux dire. Tu es sur le terrain, donc tu le vois énormément, mais c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience. Nous, avec Lucie, on a énormément de personnes qui viennent nous voir en nous disant c'est super ce que vous faites parce que vous rendez accessible quelque chose qui était parfois vraiment très, très, très flou pour eux dans leur tête et surtout rendre accessible ce chemin pour aller faire ces tests, avoir une interprétation. C'est quoi ta manière, je le sais, mais tu peux nous expliquer, à aider les naturopathes à se développer, à avoir toujours plus un peu d'éducation, à avoir les meilleures informations. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui Alors, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ce qui marchait très bien. Et ça fait vraiment depuis 2018 que je publie quasiment tous les jours. J'avais fait un truc pendant 2 ans. Tous les jours, je faisais une vidéo, une publication. Donc, moi, ça a toujours été la même chose. Ça a été donner tout ce que je savais. Je ne cache rien.
que ce soit sur les réseaux, etc. Je donne jamais une demi-information. Je donne tout ce que j'ai. Et quand je la donne pas, c'est parce que ça prend trop de temps et que je peux pas faire 20 000 stories pour un truc. Ou sinon, je fais des vidéos, etc. Donc, j'ai toujours, même dans les formations que j'ai données, toujours donné tout ce que je savais. Donc, déjà, il y a ce truc de partage. Parce que, déjà, il n'y a aucun intérêt à retenir l'information. Au contraire, plus on la diffuse, plus c'est exponentiel en termes de gains pour soi. Et que je ne parle pas que de gains financiers. Je parle vraiment d'énergie qu'on transmet. On reçoit une énergie aussi positive. Et j'ai la chance sur les réseaux sociaux d'avoir que des énergies positives. Enfin, vraiment, j'ai pas de haters, etc. Tu vois. Pas encore. Non, mais si je devais en avoir, à la limite, c'est pas grave, tu vois. Mais dans le sens où, pour moi, c'est un partage d'informations et d'énergie. Et j'ai pas la science infuse et je prétends pas tout savoir. Et je me nourris de ce que je transmets et de ce que les gens me renvoient. Donc déjà, ça a toujours été ça, donner le maximum. Ensuite, les naturopathes, ce que j'essaye de faire, c'est de leur transmettre un petit peu ma vision de la naturopathie qui, aujourd'hui, moi, me semble... C'est pas qu'elle devrait, c'est qu'elle tend à aller plus vers la médecine fonctionnelle. C'est-à-dire accepter qu'on peut faire de vraies alliances avec des médecins et qu'on peut vraiment travailler avec des outils modernes, que ce soit le bilan biologique, et accepter de sortir de sa zone de confort en allant dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément, sur l'hormonologie, sur beaucoup de choses, qui semblent être réservées uniquement aux médecins, mais que si on les aborde, si on les comprend et qu'ensuite on les aborde avec des propositions d'hygiène de vie, etc., chose que même certains médecins fonctionnels n'ont pas forcément le temps de faire, et puis là on a vraiment une plus-value intéressante. Après, comment je peux participer à l'éducation des naturopathes, avec Marion Paré et Johan Manon. Johan, peut-être que tu vas inviter sûrement, Johan. Et Marion, un peu plus compliqué, elle est en Australie, mais en tout cas, je t'invite vraiment à les inviter. On a ouvert une école de naturopathie en ligne qui s'appelle Naturaneo. Donc on a la première rentrée, on a déjà toutes les classes qui sont créées, on a la première rentrée le 15 septembre. Et donc notre objectif, ça va être de créer la future génération de naturopathes, j'ai envie de dire fonctionnels, en fait des naturopathes 2.0. La naturopathie qu'on fait, en fait tout simplement, qui allie la tradition et l'aspect plus moderne, avec la possibilité de comprendre et d'utiliser les bilans biologiques, mais aussi comprendre aussi les traitements médicaux, comprendre tout ce que les médecins font pour pouvoir nous être très légitimes et être très performants et être vraiment en alliance thérapeutique avec les médecins, parce que l'objectif, c'est que chaque naturopathe puisse avoir un contact médical, que chaque naturopathe puisse avoir un médecin ouvert avec qui il dialogue, et le médecin va faire sa partie allopathique et le naturopathe va faire sa partie éducation de santé. Et c'est vraiment le projet, quoi. Et donc voilà, rentrer en septembre, c'est une école qui est 100% en ligne, et on a déjà une belle promo avec des gens extrêmement curieux, avec des gens qui sont pour certains déjà dans la santé, pour d'autres extrêmement intéressés, extrêmement passionnés. Donc voilà, on sait que ça va être beaucoup de boulot, et c'est la prochaine génération de naturopathes, et on est très très fiers de les former. Trop bien. Donc Naturaneo, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, sur le lien de William Cadmiri sur Instagram aussi également. Trop cool, trop cool. Ce que je te propose, c'est qu'on a une tradition dans le Polyphénol Podcast. Allez. Comme tu le sais, et en fait, à chaque invité, on va demander, parce que j'imagine que tu connais cette huile d'olive. Je me la suis dégommée en moins d'un mois. on va devoir t'en envoyer. Donc en gros, on prend un shot d'huile d'olive extra vierge. Donc ça, c'est l'huile d'olive Evo 100. Et l'idée, c'est pourquoi ? C'est parce que en fait, tu vas mieux nous le décrire, mais donc cette huile est enrichie en polyphénols, donc qui sont des antioxydants et qui vont lutter contre le stress oxydatif. C'est bien ça ? Tout à fait, et pas que. Il y a l'hydroxytyrosol, qui est un des antioxydants les plus puissants, extrêmement connu pour les maladies cardiovasculaires. Le docteur Delorgerie, le docteur Curté ont beaucoup travaillé là-dessus. Ah, je la connais bien. Il m'a pas attendu. Je suis désolé, attends. Allez, un deuxième. C'est pas que ça tienne. Écoute. Ouais, donc l'huile d'olive, c'est vraiment partie intégrante du régime méditerranéen. Ça fait partie des super aliments, on peut dire ça comme ça. Hein. Et si ça vous intéresse, on vous offre 10% directement sur notre huile Evo 100 avec le code polyphénolpodcast 10. Donc 10% dessus en cliquant sur le lien dans la description. On se fait ce shot. Allez, donc deuxième shot pour toi. Moi, je conseille de la boire pure comme ça. Alors, ah ouais ? Toi, si tu préfères pure que en...
moi, je vois ça presque comme un alicament, on va dire ça comme ça. Donc, moi, la bouteille que vous m'aviez envoyée, j'avoue que je la gaspillais pas pour la cuisine, même pas pour l'assaisonnement, parce que quand l'assaisonnement, elle est diluée, elle est tellement bonne que. Ouais. Ou bien je vais la mettre, tu vois, juste sur une tomate que je vais couper. Je vais juste mettre ce filet d'huile d'olive avec un petit peu d'épices, un peu de gros sel. Et je vais vraiment la déguster comme ça. Moi, j'ai toujours une huile d'olive pour la cuisson de mauvaise qualité. Enfin, pas de mauvaise qualité, mais une huile d'olive classique qui va être forcément un peu oxydée, même si, attention, ça tient jusqu'à 180 degrés. Mais les polyphénols, ils sont très sensibles à l'oxydation, donc on va vraiment les garder crus. Et je ne vais même pas en gaspiller, tu vois, si j'en mets dans une salade, je vais en avoir plein sur, le, Ouais. sur l'assiette. C'est combien? Mais- C'est 700 milligrammes. Ouais, il y a un peu plus de 700 mg de polyphénol. Tu vois, j'ai encore les polyphénols qui sont coincés dans la gorge. Mais ouais, il y a un peu plus de 700 mg. Moi, j'aime bien la prendre, ouais, effectivement, en cuillère, parce que on sent la fraîcheur, en tout cas, des olives. Mais il y a aussi, dans une salade, ça convient très bien. Je sais que moi, mes parents, ils prennent ça dans leur salade parce qu'ils sont pas trop adeptes de la cuillère, du shot. Mais en fait, on peut le faire ouais, des deux en format, les deux, ça convient très bien. Toi, tu conseilles combien par jour à peu près? Alors, si tu regardes les Italiens, les Maghrébins, ils boivent l'huile d'olive presque comme, Ah ouais. comme de l'eau. Mais au minimum, une cuillère à soupe par jour. Au Hmm. minimum. Après, l'huile d'olive, ça peut avoir d'autres effets intéressants, notamment pour la vésicule biliaire. On peut faire le matin, par exemple, à jeun, une cuillère à soupe qui va permettre, donc on fait ça pendant plusieurs semaines, pour pouvoir activer la contraction de la vésicule biliaire, pour pouvoir vider la vésicule biliaire. Et donc, ça fait une sorte de drainage hépatique qui nous permet en plus de profiter des polyphénols et d'avoir un effet positif sur la vésicule biliaire. Enfin, pas drainage hépatique, drainage de la vésicule biliaire. Donc, on va vider sa vésicule biliaire Ah ouais, ok. qui est très souvent, en tout cas avec le temps, qui accumule un peu de sludge, de boue. Et tout ça, ça participe à dégrader les capacités digestives et on peut avoir d'autres problématiques. Donc, c'est très intéressant de l'utiliser aussi comme ça en drainage à jeun le matin Trop bien. sur plusieurs semaines. Toi, t'as des petites choses un peu que tu fais tous les jours. Ouais, Routine? ouais, des petites routines que tu prends, que tu fais tous les jours. Alors, à une époque, j'étais très routine. C'est-à-dire que je voulais, tu vois, tout optimiser. J'étais en mode, tu sais, les routines un peu Instagram. Et très, très rapidement, ça m'a saoulé. Donc, moi, je suis anti-routine. Par contre, j'ai dans mon cadre que les bonnes choses. C'est-à-dire que je sais que dans ma semaine, je vais devoir bouger, je vais devoir faire 2 fois du cardio, au moins 3 séances de musculation. Je ne vais pas forcément les étaler précisément un jour, ou le matin, ou le soir. Des fois, je vais m'entraîner à 20h parce que j'ai pas eu le choix. Des fois, je vais m'entraîner le matin, l'après-midi, etc. Tu as des enfants, donc tu dois aussi... Tu dois jouer avec ça, exactement. Mais il y a toujours le sport dans ma routine. Ensuite, l'alimentation. Mais l'alimentation, je sais pas, je vais pas me faire, tu vois, genre un shot spécifique de tel ou tel de jus avec du gingembre d'Amazonie. Non, en fait, ça va être un cadre dans lequel il y a toujours des aliments de qualité, il y a des protéines de haute qualité, il y a des végétaux. Moi, je vais plutôt suivre une diète faible en glucides. Pas cétogène, mais plutôt faible en glucides parce que c'est ce qui me correspond le mieux par rapport à ma capacité à métaboliser les glucides. Je vais essayer du mieux que je peux d'aller chercher les 8h, 8h30 par nuit. Et puis il y a toujours une sieste l'après-midi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas pu la faire. Mais il y a toujours une sieste de 20 à 40 minutes. Ça va dépendre, tu vois. Et c'est ce qui me permet de couper ma journée en deux. Et puis après, dans ma journée, je vais beaucoup marcher parce que j'ai des chiens à promener. Et il y a beaucoup de jeux avec mes filles, beaucoup de rires. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Après, j'ai mes compléments alimentaires. J'avoue que je prends pas mal de compléments alimentaires. Je dis pas que tout le monde devrait en prendre. C'est quoi les 5 compléments alimentaires que tu recommandes pour une personne tu vois, qui vit à Paris? Ok. Il y a très Alors, peu de soleil. pour une personne qui Bon, vit là, à Paris, bah déjà la vitamine D, le magnésium. Vitamine D ou vitamine D Vitamine D3 plus K2, ouais, si on veut être précis. La K2, elle va être très importante, surtout sur des doses importantes de vitamine D. Quand je dis les doses importantes, c'est des doses au-dessus des apports journaliers recommandés en France, en tout cas. Ouais. Donc au-delà de 2000 unités par jour. C'est ce qu'il faut d'ailleurs pour supplémenter, pour pouvoir atteindre des taux optimaux. Il faut chercher généralement entre 2 et 10 000 par jour, selon le poids, selon la carence de la personne. Toujours combiné avec la K2, c'est vrai que quand je dis D, en fait, c'est toujours D3 K2, D3 plus K2. La K2 permet d'optimiser le métabolisme du calcium pour qu'il aille se fixer au niveau des os et pas au niveau des tissus mous comme les vaisseaux sanguins. Donc c'est une meilleure absorption avec le K2. C'est pas une meilleure absorption, c'est une meilleure répartition du calcium dans l'organisme. Le calcium va être
alloués aux os et non pas stockés dans les vaisseaux sanguins. Là où il pourrait agir un peu comme du calcaire dans une canalisation et rigidifier la canalisation. Ok. Donc Vitamine D. vitamine D, le magnésium, et ça le magnésium, moi je le prends depuis 2012 à peu près, tu vois, et je le prends quasi quotidiennement. Ça va dépendre des périodes, des fois je vais en prendre énormément quotidiennement, des fois ça va être 2-3 fois par semaine, des fois je vais l'oublier, je vais pas en prendre pendant une semaine, mais ça fait partie de mes basiques. Ok. Et c'est ce que je recommanderais à tout le monde. Magnésium, tu prends un magnésium en particulier ou... Alors je tourne sur plusieurs formes. Moi ma forme préférée c'est le glycérophosphate. Mais Ok. le bisglycinate marche très bien, le malate aussi, le citrate pour les personnes qui sont un peu constipées, le L-tréonate, c'est une nouvelle forme de magnésium qui, bon, je ne vais pas faire un cours sur le L-tréonate, mais qui semblerait avoir plus d'effet par rapport à sa capacité à pénétrer la membrane du cerveau, la membrane hémato-encéphalique. Mais le problème, c'est que les études dessus sont financées par le labo qui a fait le brevet sur le L-tréonate. Ah oui, donc on se mais demande on se demande la pertinence, mais le problème, c'est que à chaque fois que je demande aux gens qui prennent du L-tréonate la différence, tout le monde me dit qu'il y a une différence significative en termes d'efficacité par rapport au L-tréonate. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils prenaient un mauvais magnésium avant ou est-ce qu'ils prenaient déjà un bon magnésium? Difficile à dire, donc pour l'instant, je ne me positionne pas par Ok. rapport au L-tréonate, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est efficace, mais est-ce qu'il est beaucoup plus efficace parce qu'il est plus cher quand même? Voilà, donc le magnésium, la vitamine D, ensuite il y a les oméga 3. Les oméga 3, ça fait partie des grandes carences de la population. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser non plus et déséquilibrer ces oméga 6, mais les oméga 3 EPA, DHA, donc les huiles de poisson ou les huiles d'algues, parce qu'on peut faire du DHA et de l'EPA à partir d'huile d'algues, enfin surtout du DHA. Donc les oméga 3, voilà, faire attention à prendre des oméga 3 qui ne sont pas oxydés. Ouais. Avec, Toi, tu conseilles de les mettre dans le frigo pour une meilleure conservation? alors surtout les oméga 3 liquides. Hmm. Les oméga 3 en capsule, ils sont déjà en quelque sorte protégés de l'oxydation. Alors bien sûr, il ne faut pas les conserver dans de la chaleur, mais c'est surtout les oméga 3 liquides, ceux qui sont en flacon, à la cuillère, qu'il faudra conserver au frigo dès l'ouverture. Ok. Et quoi qu'il arrive, ne pas les conserver à la chaleur avant l'ouverture et dans des endroits exposés à la lumière. Ok. Ensuite, alors, tu m'as dit 5, il en reste 2. Il y en a beaucoup que je conseille. Donc évidemment, il va y avoir un multivitamine, comme ça on va ratisser large. Un multivitamine, tu vas avoir un peu de zinc, un peu d'iode, un peu de vitamine du groupe B, etc. Tu vas avoir un petit peu de tout. Mais le multivitamine, il n'est jamais très complet, dans le sens où tu as plein de micronutriments que tu ne peux pas mettre dans ton multivitamine parce qu'il y a des interactions. Donc, quand tu les mets, tu ne vas pas bien les absorber parce qu'ils vont interagir avec d'autres micronutriments du multivitamine. Et quoi qu'il arrive, ton multivitamine, tu vas faire un choix. Est-ce que je le prends en mangeant? Est-ce que je le prends à jeun? En mangeant, tu vas mieux absorber certaines vitamines du multivitamine. Mais si tu le prends à jeun, tu vas mieux absorber aussi d'autres micronutriments comme le zinc. Donc, le multivitamine, c'est une option globale, mais c'est pas comme ça qu'on va corriger toutes les carences. Et c'est très bien pour la majorité des gens qui ne vont pas faire d'analyse biologique. Donc si je dois en choisir un dernier... En fait, ça permet de vraiment, pour le commun des mortels qui n'a pas envie de se prendre la tête, il se dit, ok, je vais sur un multivitamine, au moins je suis sûr, j'ai le plus de choses le couvert, quoi. Exactement. Le dernier, il touche surtout les femmes, et après avoir fait un bilan biologique, je dis pas qu'il faut que tout le monde en prenne, mais je dis que c'est souvent une carence qui ressort, c'est le fer. Okay. Mais le fer, attention, on ne se supplémente pas si on n'a pas mis en évidence un déficit. Parce que le fer va poser problème en excès, il va favoriser des réactions inflammatoires, du stress oxydatif. Donc le fer, c'est uniquement suite à une carence avérée ou un déficit avéré. Et ça fait partie des micronutriments que je conseille le plus parce qu'en consultation, ça fait partie des problématiques principales des femmes. La carence en fer ou le déficit en fer. Et c'est quoi ce qui cause les carences en fer, par exemple? Alors tu as plusieurs choses. Premièrement, chez la femme, les menstruations. C'est pour ça que c'est plutôt les femmes qui sont touchées par rapport aux hommes. Deuxièmement, tu as les problèmes d'absorption intestinale. Donc ton intestin peut mal absorber le fer, soit parce qu'il est inflammé, parce que tu as de la porosité intestinale, donc tu vas absorber des choses que tu n'es pas censé absorber, mais tu ne vas pas bien absorber les minéraux et les nutriments. Dans l'intestin toujours, tu vas avoir des dysbioses, donc des déséquilibres de la flore, comme par exemple du Candida albicans, c'est des levures, des champignons qui vont venir manger le fer à ta place en quelque sorte. Tu peux avoir génétiquement aussi des problèmes d'absorption, des gènes qui font que tu vas certaines protéines au niveau de l'intestin, tu vas pas bien les exprimer et donc ou trop les exprimer, donc tu vas pas forcément absorber correctement le fer. Je parle de l'hepsidine notamment. Et puis après, tu vas avoir les problématiques d'apport, tout simplement, ou de surutilisation. Manque d'apport. Bon, le fer héminique, on va le retrouver surtout dans la viande rouge. Ouais. Donc, par exemple, ici on est à Paris. À Paris, si tu demandes aux gens, une personne sur deux te dit qu'elle mange pas de viande ou qu'elle en mange très peu, tu vois.
parce que c'est culturel, parce que ça fait partie d'un idéal, etc. Pourtant, la viande de qualité, c'est la seule source optimale, je parle optimale, d'apport en fer. Donc la viande, les abats surtout, donc c'est dans le sang que tu vas retrouver le fer. Ouais. Tu vas en retrouver aussi dans les pas lourds, dans certains fruits de mer comme les moules. Et puis après, tu vas en retrouver un petit peu, tu vois, dans les œufs, un petit peu dans le poisson. Et tu vas en retrouver beaucoup, mais dans des formes moins bien absorbées, dans certains végétaux comme les lentilles. Donc ça peut être intéressant de consommer du fer non Ok, héminique. mais par contre, en moins grosse absorption dans Voilà, les tu vas lentilles. avoir, en gros, pour le fer héminique, donc le fer qu'on retrouve dans les produits animaux, aux alentours des 20 à 30% d'absorption, et dans les végétaux, ça va être plutôt aux alentours des 5-10%, voire moins, tu vois. Ça dépend après de ton système digestif et de ta capacité à digérer en quelque sorte l'aliment pour extraire le fer, etc. Après, il y a des stratégies avec la vitamine C pour optimiser l'absorption. Et puis, c'est très dépendant de la capacité d'absorption de l'intestin de la personne. Ok. Donc, des fois, tu as des personnes qui consomment beaucoup de fer en complément alimentaire dans des formes bien absorbées comme le bisglycinate et qui absorbent mal parce que les intestins, c'est le bazar. Et puis, en fait, quand tu règles le problème intestinal, quand tu règles la dysbiose, la porosité intestinale, avec beaucoup moins de fer et voire même du fer non héminique, tu vois que leur taux augmente plus facilement. Mais il y a quand même la question de l'apport, quoi. Il y a beaucoup de gens qui surfocalisent la problématique par rapport aux intestins en se disant il y a forcément un problème d'absorption. Et en fait, quand tu regardes la quantité de fer qu'ils consomment au quotidien, ils sont en dessous des apports journaliers recommandés, ou bien ils essaient de corriger une carence énorme avec un apport minime, quoi. C'est comme si tu étais à découvert de 3 000 euros sur ton compte en banque et que tu n'apportais que 1 000 euros. Tu vas rester à découvert, quoi. Voilà. Et donc, encore une fois, il faut faire très attention pour voir s'il y a des carences en fer, parce que dans les 5 recommandations, il y a effectivement la supplémentation en fer. Mais si vous n'avez pas besoin de supplémentation en fer, ne le faites pas. Parce qu'il y a aussi des cas où en fait il y a trop de fer, et donc dans ce cas, si vous êtes à l'inverse, ça c'est contre-productif et mauvais pour votre santé. Et ça fait vieillir plus vite quand on surconsomme du fer. Alors là, on parle vraiment de surconsommation. Mais d'ailleurs, petite question, parce que je sais que dans ma famille il y a des sujets où il y a trop de fer. Que faire s'il y a trop de fer? Que faire s'il y a trop de fer? Alors, il y a une problématique qui s'appelle l'hématochromatose. C'est une problématique génétique qui fait que les gens surabsorbent le fer. Donc, chez ces personnes-là, c'est la saignée. Le don du sang et la saignée, c'est le meilleur traitement. Après, tu as des personnes qui ont un syndrome métabolique avec un foie inflammé, avec une rétention trop importante de fer. Et chez ces personnes-là, quand tu les désinflammes, quand tu les fais maigrir, quand le foie est moins gras, quand tu fais baisser leur insuline, la ferritine diminue progressivement. Et donc, après, il y a une recommandation très classique qui consiste à dire aux personnes, mais mangez moins de viande, etc. Quand tu regardes précisément l'assiette, ce n'est pas forcément des gens qui mangent énormément de viande. Et même s'ils en mangent beaucoup par rapport à la norme, c'est pas ça qui font qu'ils ont une ferritine à 500 ou à 600, tu vois. Donc, et le fait de leur demander de manger moins de viande, moins de protéines animales, ce que tu vas faire, dans beaucoup de cas, c'est que tu vas les amener à consommer beaucoup trop de glucides pour compenser, parce que s'ils ont plus de protéines, ils ont moins de satiété. Il faut bien qu'ils remplissent leur assiette, ils vont pas manger que des légumes. Sinon, ils vont pas manger assez de calories. Donc, ils vont compenser les 4 calories par gramme de protéines par 4 calories par gramme de glucides. Et ils vont aller sur les glucides. Ils vont augmenter leur syndrome métabolique. Ils vont augmenter leur insuline parce qu'ils ont diminué excessivement les protéines et augmenté excessivement les glucides. Ils vont grossir encore plus. Ils vont s'inflammer encore plus. Ils vont retenir encore plus de fer. Pourtant, tu as arrêté la viande. Tu vois. Et dans la viande, tu vas arrêter aussi la vitamine B12. Tu vas arrêter le zinc. Tu vas arrêter, enfin, quand je dis arrêter, tu vas diminuer considérablement l'apport dans plein de micronutriments très intéressants que tu trouves principalement dans les produits carnés. Et la guéguerre débile entre il faut manger carnivore ou il faut manger végétarien, revenons à l'essentiel, individualisation. Il y a des gens qui ont besoin de manger plus de produits carnés, de bonne qualité toujours. Il y a des gens qui ont besoin de manger plus de végétaux dans certaines périodes de leur vie. Il y a plein de paramètres. Il y a la génétique qui rentre en ligne de compte. Il y a la culture. Il y a beaucoup de choses qui fait que tu ne peux pas embêter les gens à vouloir faire des normes en disant que tout le monde doit être carnivore, tout le monde doit être végétarien, tout le monde doit être je ne sais pas quoi, pingouin. Pingouin-tarien. Je ne sais pas comment ils mangent les pingouins, mais tu vois, ce serait intéressant. Regarde. Mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, on rentre dans ce truc de... on en a encore déjà discuté dans un épisode avec Max sur... Il y a certains influenceurs qui te disent il faut que tu absolument fasses cette diète, il faut... tu vois, le cétogène, où il y a eu une période, tout le monde parlait du cétogène, keto, paléo, machin. Mais en fait, l'individualisation, c'est aussi le truc. C'est en fait, tu as des besoins différents.
et donc répond à tes besoins particuliers. C'est ça. Après, tu as des grandes tendances quand même. Si tu veux, tu as une grande tendance globale de ne pas manger ultra transformé, tu vois, et qui va être bénéfique pour tout le monde. Tu as une tendance de dire aux gens d'aller plutôt consommer local, manger des aliments bruts avec peut-être plus de végétaux en règle générale. Attention, il y a beaucoup de gens qui vont dans l'extrême, qui mangent que des végétaux et qui ont une dysbiose considérable au niveau des intestins, qui s'inflamment à cause d'un excès de végétaux. Et je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais oui. Et moi, pour avoir été vegan à un moment donné dans ma vie, alors pas longtemps, végétarien un peu plus longtemps, j'ai vu tous les extrêmes de ce que une alimentation qui n'est pas adaptée à toi pouvait provoquer, tu vois. Donc, il y a quand même des grandes tendances. J'ai envie de dire la grande tendance, ce serait un régime paléolithique, méditerranéen, un régime un peu ce qu'on appelle anti-inflammatoire. Alors je sais qu'il y en a qui critiquent le terme régime anti-inflammatoire, ça veut rien dire. J'entends, ok. C'est pour que les gens comprennent. C'est pour que les gens comprennent qu'un régime anti-inflammatoire, c'est un régime avec moins d'aliments ultra transformés, moins de sucre raffiné, moins de céréales raffinées, tu vois, moins de graisses hydrogénées, moins de graisses trans, moins de graisses polyinsaturées qui sont cuites, etc. Pas de pesticides, moins de pesticides, plus d'eau, moins de boissons sucrées, moins de café, moins de thé, moins de stimulants, même si le thé et le café peuvent avoir des intérêts aussi, mais là on parle des excès, moins d'alcool. C'est ça un régime anti-inflammatoire. Après tu peux avoir plein de nuances et affiner chez certaines personnes le régime anti-inflammatoire. Paradoxalement, ça va être de manger un petit peu plus de viande pendant certaines périodes parce qu'ils ont plein de carences qui font que la viande va apporter des nutriments. Compenser un petit peu. Voilà, diminuer les fibres parce que leurs intestins sont complètement inflammés et donc ça a du sens d'augmenter un peu les produits animaux pendant certaines périodes, tu vois, chez certaines personnes. Et par exemple, c'est intéressant par exemple, tu parlais de diminuer les fibres. Excuse-moi, ça m'a tilté parce qu'en fait, moi, il y avait un moment où j'étais sur une base de plutôt végétarien, je dirais. Mais le problème, c'est que c'était que des fibres principalement, et donc j'avais au niveau de l'intestin, tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Je vais pas vous faire de dessin, mais voilà. Et en fait, j'ai commencé à un peu changer ma diète et passer à quelque chose de, je dirais, un peu plus équilibré et à inclure de nouveau la viande, par exemple. Et ça a un peu changé. Sur ma partie, sur la digestion notamment, où en fait je me suis senti beaucoup moins, ça a clairement enlevé mes problèmes de digestion, quoi. Tu veux que je te fasse le parcours classique de n'importe quelle personne qui s'intéresse à sa diète ? Vas-y. Je mange comme mes parents m'ont éduqué, donc généralement plutôt un petit peu ultra transformé avec quelques bases, mais petit à petit je vais entendre sur YouTube, je vais avoir une certaine sensibilité parce que je vais voir des reportages sur l'élevage animal, etc. Et puis je vais habiter dans une grande ville, donc il y aura une tendance où la viande ça coûte trop cher, et puis j'ai mon loyer à payer, etc. Et puis j'ai été soumis à des idées peut-être plutôt, et là il n'y a pas de droite ou gauche ou de politique, mais plutôt à gauche où on va tu vois, aller plutôt vers le végétarisme. C'est parce que c'est un peu ça, si tu regardes la droite c'est je vais manger beaucoup de viande et la gauche c'est je vais manger que du exactement soja, ça. et pourtant c'est ridicule parce que c'est une question de besoin physiologique, tu vois, donc il y a pas de... mais pourtant tu le vois, la politique elle est dans la nourriture, et donc tu vas avoir en gros le parcours, je vais aller plutôt vers la sensibilité, les animaux, etc. Je vais manger beaucoup de végétal, il y en a qui restent et chez qui ça leur va très bien et j'ai rien à dire. Si ça leur va très bien, j'ai rien à dire, mais souvent chez ces gens-là, tu vois, ils commencent à ressentir des symptômes. Bon, déjà, tu as une perte de masse musculaire, tu te déminéralises, tu peux commencer à voir que paradoxalement, même s'il y a des photos de Brian Johnson qui compare le Liver King là en ce moment sur les réseaux sociaux. Ah, c'est fou. Mais c'est ridicule de comparer ça, tu vois. On vous mettra la photo, la comparaison entre les deux. Ils ont le même âge, mais en fait, il y en a un qui est végétarien, vegan, et l'autre qui est full carnivore. C'est de la propagande. Je peux te montrer plein de gens qui sont full carnivore aux États-Unis, qui sont assez connus en ce moment et qui sont en parfaite santé, qui sont ultra, qui peuvent faire 10 ans de moins que leur âge, versus des véganes qui sont extrêmement amaigris, creusés, avec les cheveux blancs, tu vois, et qui ont plus de dents, tu vois. Ça aussi, je peux te montrer ça aussi. Donc, tu vois, la personne qui va aller vers le véganisme, flexitarisme, etc., et qui va commencer à expérimenter une diminution de sa libido, une diminution de sa masse musculaire,
une augmentation des problèmes digestifs. Là, je peux te parler de mon cas personnel. Tu vois, j'avais 22 ans, j'étais très sec parce qu'à l'époque, j'étais coach sportif. Donc, tu vois, je voyais mes veines sur mes abdos, mais j'avais un ventre de femme enceinte, comme les femmes ballonnées avant les règles, tu vois. Et donc, j'avais un ventre de femme enceinte constamment. J'étais en train de ballonner. Une usine à gaz, le truc. Donc, tu vois, tu vas expérimenter ça. Alors, peut-être que tu vas mal le faire, tu vas aller dans les extrêmes, etc. Tu vas pas forcément maîtriser la micronutrition, tu vas pas savoir compenser correctement. Et puis après, tu vas commencer à aller vers l'extrême inverse. Pour soigner tes problèmes digestifs, tu vas aller vers le carnivorisme. Tu vas aller vers une diète cétogène plutôt carnivore. Tu vas entendre aussi beaucoup de vidéos YouTube. Tu vas voir toute une sorte d'industrie du cétogène, du keto, etc., avec des valeurs plutôt de droite, etc., pour le bonhomme, tu vois. Et donc, tu vas aller plus vers ça. Et puis, tu vas commencer à expérimenter d'autres troubles, une dysbiose de putréfaction, parce que tu as mangé beaucoup trop de protéines. Et en fait, tu veux commencer à mettre le curseur au milieu. Et petit à petit, tu vas aller vers quelque chose qui s'apparente au régime de tes grands-parents, au régime de tes arrière-grands-parents. Et en fait, revenons à du bon sens, même si la diète cétogène, c'est hyper intéressant, tu vois, pour plein de personnes qui veulent réguler des troubles métaboliques et que aller vers une diète plus glucidique, ça peut être intéressant pour certaines génétiques aussi. Et en fait, tu vas commencer à trouver ton équilibre généralement vers le milieu, vers une diète plus proche de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents s'ils avaient la chance déjà d'être dans des choses plutôt traditionnelles. Il a exactement décrit mon passage mes différents cycles de diète. Donc c'est très très drôle. Enfin plus ou moins, mais c'est assez. Faites attention à votre algorithme YouTube ou Instagram. Faites attention parce qu'en fait, vous allez voir pendant une période énormément de vidéos sur un thème parce que c'est ce qui fait vendre et parce que pendant un moment donné, il y a toute l'industrie qui va aller sur quelque chose, qui va promouvoir des influenceurs qui sont influenceurs par la force des choses, soit parce qu'ils sont payés, soit parce qu'ils le deviennent, parce qu'ils voient qu'il y a un filon à prendre là-dedans. Donc, ils vont faire beaucoup de contenu là-dessus. Et vu que vous allez être envahi par votre algorithme, et votre algorithme qui est juste défini par les vidéos que vous consommez le plus, donc vous allez croire que c'est votre normalité, que tout le monde doit être vegan ou que tout le monde doit être carnivore. Et vous allez vivre cette normalité, vous allez intégrer ça, vous allez changer vos fréquentations, etc. Et puis après, quand vous allez avoir une problématique avec ce régime, vous allez aller vers autre chose, souvent l'extrême inverse. Et il y a eu une époque où je suis une personne qui était très influente sur YouTube, c'était en 2019-2020, qui était végane et qui était venue me voir, je sais pas, un an, 2 ans après son véganisme. Elle avait fait toute sa communauté là-dessus, tu vois. Elle avait 20, 30 000, je sais plus, beaucoup d'abonnés, tu vois. Sur YouTube, c'est beaucoup. Et elle venait me voir, elle m'avait donc expliqué confidentialité, etc. Tu vois, j'ai jamais donné son nom, il n'y a pas de souci. Mais elle était en très mauvaise santé. Et elle avait repris les produits animaux, sauf qu'elle ne pouvait pas le dire à sa communauté parce que toute sa communication était là-dessus. Ah ouais, elle était coincée. Elle était coincée parce qu'elle avait... Mais ça, il doit y en avoir énormément de personnes comme ça. Ah, mais je suis sûr et certain qu'il doit y en avoir. Et généralement, tu les vois plus sur les réseaux pendant quelques temps. Ils peuvent plus partager leur quotidien parce qu'ils sont plus alignés avec leur communauté. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, dans le sens où quand vous faites des expérimentations, dites-le à votre communauté. Dites, voilà, je fais une expérimentation. Je trouve qu'il y a ça de bien dans cette expérimentation. J'ai ressenti ça, mais attention, je suis un échantillon d'une seule personne. Je ne suis pas la vérité absolue. J'ai envie de faire ça pour moi. Ne me copiez pas bêtement. Allez chercher. Par contre, si vous voulez de la data, je vous envoie de la data que moi j'ai sur ce sujet, tu vois. Et puis, tu fais tes tests comme ça. Et il faut le faire avec beaucoup d'humilité. La science, elle évolue. Il y a plein de données chaque année, tu vois, qui sortent sur tel ou tel régime alimentaire. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on a pu dire il y a 5 ans qui étaient fausses, mais vraiment qui étaient à l'inverse de la vérité. Pourtant, on les a dit parce qu'on avait des données qui étaient sur ce sujet à ce moment-là. Donc, soyez humbles et faites attention aussi à ne pas vouloir systématiquement, en tant qu'influenceur, orienter votre communauté sur ce que vous faites tout le temps. C'est pour ça que moi, personnellement, j'essaie d'être assez mesuré. Tu vois, à un moment donné, j'ai fait la diète cétogène. Ça m'a très bien réussi. Je l'ai dit à personne. Je veux pas que les gens fassent la diète cétogène parce que William fait la diète cétogène. Pas du tout, tu vois. Ce qui me correspond le mieux, c'est un truc en low carb. Et je le savais déjà parce que quand j'avais 24 ans, j'avais fait ça. Et c'est ce qui m'avait correspondu le mieux. Difficile avec la famille de tout gérer correctement, tu vois, mais c'est ce qui me correspond. Pourtant, je vais dire à personne d'aller faire la diète cétogène. Je dis à la limite, intéressez-vous à ça. Peut-être que pour votre profil, pour votre génotype, ça peut vous intéresser, ça peut vous correspondre pendant une période de votre vie. Mais je veux surtout pas influencer ces gens-là. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et donc du coup, après, t'as pas envie non plus de potentiellement tes consultants les influencer parce que genre ils se disent
attends, William, il m'a dit ça en consultation, et après, derrière, sur les réseaux sociaux, il dit autre chose. Ça peut avoir un impact. Cool, bah, on a parlé d'énormément de choses. Toi, aujourd'hui, tu utilises les bilans quotidiennement. On en a rapidement parlé de cet intérêt, etc. Mais c'est surtout, quel a été le déclic pour te dire, il faut une solution comme ça en France, comme Lucie. Est-ce que tu as quelque chose... Bah, moi, je ne l'avais pas imaginé comme ce que vous avez imaginé la solution, mais moi, si tu veux, dans les analyses que je vais conseiller de faire, donc moi je travaille avec des médecins qui me font confiance parce que cette confiance elle s'est créée sur plusieurs années. J'ai envoyé des courriers, des mails descriptifs du cas que j'avais avec ce que je pensais être utile d'analyser. J'expliquais pourquoi et il y a certains médecins qui m'ont fait confiance et du coup la confiance s'est créée et certains médecins font certaines analyses que je conseille, tu vois. Parce que nous en tant que naturopathe on peut pas prescrire. Mais clairement, je sais pertinemment que c'est des exceptions et ces médecins-là, ils ont de moins en moins de place, c'est très compliqué pour les avoir, ils se font taper sur les doigts par l'ordre des médecins. Donc, combien de fois j'ai demandé à des personnes s'ils pouvaient mettre un budget dans les analyses biologiques. Et il y a 2 ans, tu regarderas sur mon compte Instagram, mais je crois que tu l'as vu, j'ai fait une publication en disant aux gens, je ne connaissais pas Lucis, je n'avais aucune idée de ça. Je ne savais pas que vous aviez mûri ce projet-là. Maxime, je le connaissais parce que c'était un client quand j'étais coach que je coachais. Puis on s'était très bien entendu. Je ne savais pas du tout qu'il était là-dedans. Tu vois. J'avais vu passer des stories où je voyais qu'il s'intéressait à la santé, etc., qu'il avait perdu du poids, qu'il était en meilleure santé, etc. Tu vois, mais je me doutais pas de tout ça. Et j'avais fait un réel qui avait bien marché où je disais aux gens, ça va puer en France. Ça va puer parce que vos analyses biologiques sont de moins en moins remboursées. La T4, la T3, elle est plus remboursée. On parle d'arrêter de rembourser la ferritine. Tu vois. Là, ce matin, mon père a fait un bilan sanguin au labo. Il y a plein de marqueurs qu'il a fait qui avant étaient pris en charge par la Sécu qui ne sont plus pris en charge. Donc il a quand même avec une ordonnance qui était assez complète, avec plein de marqueurs qui étaient censés être remboursés, ne sont plus remboursés. Donc j'avais fait une vidéo en disant combien vous seriez prêt à mettre comme budget annuel pour faire vos analyses biologiques parce que ça va être incontournable, parce que vous n'allez plus pouvoir le faire. Parce que les médecins vont plus vous faire d'ordonnances, les ordonnances... Les labos ne les remboursent plus, la Sécu ne les rembourse plus. Et en plus de ça, ça devient très compliqué. J'avais eu plein de mes consultants qui venaient me dire « Mais attends, j'ai voulu faire ça au labo, payer de moi-même sans ordonnance. J'étais prêt à payer 300 € s'il le fallait. » Le labo m'a dit non. Donc, ils sont arrivés au laboratoire, les gens ont été refusés pour faire un test de vitamine D, par exemple. Sans carte de sécu, sans mutuelle, sans rien. Ils voulaient juste arriver et faire un bilan de leur propre gré, de leur propre chef, pour ensuite travailler de leur côté, hors système. Ils ne demandent rien à personne. Ils payent de leur poche les labos refusés. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et là, je me suis dit, on est piégé. On est obligé de passer par les laboratoires en ligne à l'étranger. Tu vois, le problème, c'est que les laboratoires en ligne à l'étranger, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, ce que je vais faire encore pour certains marqueurs très spécifiques, mais c'est galère. Va trouver une infirmière libérale maintenant. C'est super galère de trouver une infirmière libérale qui accepte de venir chez toi pour te faire un prélèvement, sachant qu'il n'y a pas d'ordonnance du médecin. Premièrement. Ensuite, la question du transit, du prélèvement. On peut dire ce qu'on veut, il y a quand même des risques. Tu vois, il y a certaines analyses, il faut les analyser tout de suite. Là, tu as 24 heures de latence potentiellement. Tu sais pas en fait ce que l'infirmière va faire entre les 2 patients, etc. Elle va peut-être rester au soleil, la voiture en plein soleil, en plein cagnard. Ça, c'est à toi après de l'envoyer. Ça, c'est à toi de l'envoyer. C'est ta responsabilité. Tu récupères les flacons et tu vas l'envoyer directement. Mais il y a plusieurs freins. Et puis, il y a la question du délai aussi, qui peut être plusieurs semaines, etc. Ça devient compliqué. Et donc, il fallait une solution comme ça. Donc, moi, je l'avais pas vraiment imaginé, j'avais matérialisé les problématiques et je me suis dit bon courage, bonne chance pour ceux qui vont faire ça en France parce que c'est ultra galère avec vous avez levé des freins administratifs, des freins légaux, etc. Faut avoir les reins ultra solides quand même, tu vois. Et ça, je me suis dit c'est fichu la France, tu vois. c'est fichu. C'est une terre abandonnée, là-dessus on pourra plus faire d'analyse, ça va être compliqué, il faudra aller dans un autre pays et tout ça. Et vous avez réussi à faire, donc grand bravo. Donc tu nous as donné énormément de valeur, William, aujourd'hui dans cet épisode. Donc je voulais qu'on en termine avec, que tu me dises, c'est quoi les 3 à 5 conseils que tu vois le plus et que tu donnes le plus à tes consultants ?
les 3 à 5 conseils, alors on va essayer d'aller dans chaque domaine, que ce soit la micronutrition, la nutrition, l'hygiène de vie, etc. Ceux que je vais donner le plus, alors en consultation, c'est pas forcément ceux que je donne le plus, parce qu'en consultation, beaucoup de gens viennent me voir avec des problématiques avancées et me suivent déjà sur les réseaux sociaux et donc ont déjà mis en place beaucoup de choses. Mais on va dire pour le grand public. Première chose, c'est de se coucher tôt. Quand je dis se coucher tôt avant minuit et d'avoir au minimum 8 heures de sommeil. Alors je sais que beaucoup de gens fonctionnent très bien sur 6 heures, 7 heures. Essayez d'aller chercher les 8 heures, vous allez voir que ça va être quelque chose qui peut changer considérablement vos capacités de détoxication, de régénération, de cicatrisation, votre système hormonal. Le sommeil, c'est la clé. Encore hier, je discutais avec... j'ai joué au tennis avec 2 personnes âgées, 77, 78 ans. Tu as joué au tennis avec des personnes de 77 ans? J'ai joué avec mon beau-père. J'étais avec un senior et lui était avec un autre senior. Lui, il a 63 ans. Continuez à faire de l'exercice. Et bref, on a perdu. Et en fait, il se tenait bien droit, il marchait bien, il courait un petit peu. Bref, tu te disais, si tu enlèves l'aspect cheveux blancs et l'aspect cutané, tu vois, tu te dis, 55 ans, allez, tu vois. Et je leur ai demandé, c'était quoi votre secret, quoi. Et donc, une des personnes m'a expliqué que il n'avait pas vraiment de secret, mais il dormait 9 heures par nuit. Il dormait 9 heures par nuit. Et j'avais déjà expérimenté ça avec beaucoup de gens avec qui je discute, des personnes âgées, qui, pour eux, le secret, c'est vraiment le sommeil. Et moi, je l'ai toujours senti, ça. Que je peux pas forcément respecter tous les pans de la santé. Parfois, ça m'arrive de ne pas respecter complètement la diète que j'essaye d'avoir, même si je mange quand même bien 99% du temps. Là-dessus, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas au resto faire n'importe quoi, etc. Je ne bois pas d'alcool. Ça m'arrive de manger de temps en temps des bonbons, tu vois, mais c'est peut-être une fois tous les 6 mois, un truc comme ça. Mais le sommeil, j'ai toujours remarqué que quand j'avais pas mes 8 heures de sommeil, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je commençais à avoir des problématiques. Mais des problématiques minimes, ça peut être la peau, ça peut être des pellicules, ça peut être ma capacité à gérer ma diète, ça peut être ma capacité à gérer mon stress, à gérer correctement mon activité physique. La clé pour moi, c'est le sommeil. Ouais. Donc allez chercher 8 heures de sommeil si possible. Faites des siestes quand vous avez la possibilité. N'ayez pas de culpabilité à dormir beaucoup. Je sais qu'on est dans des sociétés où c'est le rendement qui compte, il faut travailler, il faut se coucher tard, se lever tôt, travailler. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Si vous voulez durer, il faut dormir. Donc, le sommeil, faites en sorte que ce soit votre priorité, vraiment de loin. Deuxième conseil que je peux donner, c'est de marcher. Pas forcément l'activité sportive, parce que ça demande peut-être de l'organisation pour certains, mais il faut marcher, il faut passer beaucoup de temps debout. Il faut passer beaucoup de temps à faire des activités du quotidien. On appelle ça en anglais le NEAT, le Non-Exercice Activity Thermogenesis. Ça veut dire toute l'activité que la personne va faire en dehors de sa séance de sport. Monter les escaliers, jardiner, jouer, etc. Il faut être debout, bouger. Actif. Ça fait vraiment la différence parce que ne serait-ce qu'au niveau de la gestion des calories, au niveau de l'assiette, vous allez pouvoir moins rentrer dans le cadre si vous êtes très actif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu considérablement, qu'il faut essayer de rééduquer aux gens. C'est ce que j'ai le plus de mal à faire intégrer aux personnes. Les gens prennent leurs compléments alimentaires, mangent à peu près comme je leur conseille, mais n'arrivent pas à intégrer de l'activité physique parce que c'est métro, boulot, dodo, 8h, 18h devant un écran. Je sais que c'est compliqué pour ces personnes-là. Donc, il y a une vraie remise en question sur l'environnement global, le travail, sur vraiment ce que les gens veulent. Après, bien évidemment, ce n'est pas le moment de quitter son travail pour tout le monde, mais il y a un cheminement à avoir sur la priorisation de la santé par rapport à l'écosystème. Exactement, c'est ça. Et dans cet écosystème, il y a un troisième conseil qui peut être peut-être un peu trop perché pour certains, c'est trouver l'environnement qui vous correspond. Parce que si vous n'êtes pas dans le bon environnement, il n'y a rien que vous allez faire correctement. Le bon environnement, c'est quoi ? C'est votre lieu de vie, c'est l'exposition à la lumière du jour. Est-ce que vous vivez dans un environnement constamment dépourvu de lumière naturelle, que ce soit avec l'immeuble qui est en face de chez vous, parce que vous habitez dans un environnement où le soleil se couche à 18h, vous êtes constamment devant les écrans, vous travaillez de nuit, vous ne voyez jamais la lumière du jour. La lumière, c'est quelque chose de vital. On ne fait pas de photosynthèse, mais presque, tu vois. On a besoin de lumière et l'environnement nous détermine. Si on est dans un environnement parisien, désolé pour tous les Parisiens, ça va être compliqué. On est à Paris. Oui, Il fait beau là, mais l'hiver est horrible. L'hiver à Paris est horrible. Mais pas que l'hiver.
pas que l'hiver. Pas que l'hiver, Moi, malheureusement. j'étais en Île-de-France avant, tu vois, et j'avais l'impression j'avais l'impression d'avoir pris perpète, tu vois. J'avais l'impression d'avoir pris une peine de prison. Prisonnier de la lumière. Mais C'est vrai. Et à chaque fois que je partais en vacances en été, je me disais, mais attends, mais c'est ça la vie. Vivre avec de la lumière, une température agréable, etc. Et en fait, y a plein de pays dans le monde où c'est possible. Et on n'est pas obligé d'être millionnaire pour ça, tu vois. Il y a plein de pays où il suffit juste de changer un petit peu de latitude. Bon, bref, la lumière, l'environnement, dans un environnement pas trop pollué, pas trop de bruit, pas trop de pollution, ça c'est c'est hyper important parce que ça va impacter tous les autres choix. Ça va impacter la motivation pour bouger, ça va impacter la prise alimentaire, ça va impacter le sommeil, ça va impacter la régulation dans la journée. Si tu es exposé le matin tôt à la lumière du jour, ta journée, tu vas être beaucoup plus performant. Tu peux le voir quand tu es en vacances. Ça se remarque assez facilement. Hein. C'est, tu te lèves, tu vas prendre le soleil, tu vas prendre la lumière directement. Ça, je trouve, un impact sur ton humeur aussi et qui va du coup définir toute ta journée. Mais complètement. Mais tu sais, moi, ça fait 1 an que je suis au Portugal, donc avec de la lumière constamment. On a eu 2 mois de pluie et encore, il pleut, il fait beau, on est tout le temps dehors. J'ai l'impression, je te jure, en 1 an, d'avoir rajeuni. Pas forcément physiquement, mais en termes d'énergie. Et beaucoup de gens m'ont dit « Ah, t'es sur plein de projets en même temps cette année ». C'est pas que je l'ai voulu, ça s'est fait naturellement. J'ai beaucoup plus d'énergie. Pourtant, il n'y a rien d'autre qui a changé, tu vois, à part l'environnement, à part la lumière et le climat qui est beaucoup plus doux. Trop bien. On est à 3, sommeil. On est à 3. J'ai dit lumière, environnement. J'ai parlé d'activité physique. On a dit 5. 4e conseil, ne mangez pas tard. Sans parler de qualité alimentaire, si vous faites des repas tard, ça va être catastrophique pour la gestion de votre digestion, pour la gestion de votre glycémie, pour votre insuline, pour l'énergie que vous allez ressentir le matin, et c'est toute votre journée qui va être impactée. Moi, quand ça m'arrive, le lendemain matin, j'ai l'impression d'avoir une gueule de bois. Parce que je suis habitué à manger très tôt. Tu vois, je mange avec mes filles vers 18, 19 heures, grand maximum. Et quand je mange tard, catastrophique sur l'énergie de la journée. Ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment tous unanimes. Et en fait, c'est drôle, mais à chaque fois qu'on a un invité dans le Polyphénol Podcast, un des conseils, c'est ne manger pas tard. Et en fait, le problème, c'est qu'en France, tu sais, on a cette culture de manger à 20h et l'été, c'est à 21h. Ouais, donc, ça. c'est de plus en plus tard. Et puis, si tu vas te coucher à 23h, tu as un delta de 2 heures. T'as pas digéré. T'as pas fait rebaisser ta glycémie correctement. C'est catastrophique. Et tu fais beaucoup plus de stress oxydatif parce que tu vas avoir beaucoup plus de fermentation intestinale, donc avec des toxines qui vont être libérées, qui vont passer ton intestin, et tu vas vieillir plus vite, clairement. Donc, mangez tout. On est à 4. Et le dernier, c'est ne négligez pas la supplémentation micronutritionnelle. C'est quelque chose qui peut sembler rébarbatif. On vous dit prenez des compléments alimentaires, les gens ne comprennent pas, mais en fait, quasi impossible d'avoir des taux optimaux. Donc, optimiser sa supplémentation alimentaire, ça veut dire aussi faire des bilans biologiques pour savoir où vous en êtes. Et ça, c'est un point qui est un petit peu technologique, mais qui fait partie de l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est les bases, tout ce qui peut être lié à du non-interventionnisme, mais faire un bilan biologique, c'est pas de l'interventionnisme, c'est juste regarder rapidement quelques marqueurs et ensuite juste rééquilibrer avec de la micronutrition. Il ne faut pas voir ça comme des médicaments, même si c'est dans des gélules, c'est un complément alimentaire. Votre alimentation, elle est vide, vous mangez des choses qui sont vides, qui ont l'aspect d'un poulet, mais qui ne contient plus les micronutriments du poulet d'il y a 50 ans. Vous mangez des fruits et des légumes qui ressemblent à des fruits et des légumes, c'est juste un artefact. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'oligo-éléments, donc vous n'avez plus le choix. Vous n'avez que les fibres et les glucides ou les lipides et les protéines. Vous n'avez plus les micronutriments. Donc il n'y a pas le choix que d'avoir une supplémentation micronutritionnelle intelligente. Et je sais que pour beaucoup qui ne prennent pas de compléments alimentaires, ils vont se dire mais attends, mais il abuse, etc. Mais non, on peut très bien vivre. Ok, faites vos tests, faites vos bilans. Ok, moi les seules personnes que j'ai vues avec des bilans optimaux, c'était des mecs qui faisaient de la musculation et qui traditionnellement, parce que c'est comme ça dans le fitness, on prend déjà des compléments alimentaires. Donc ils étaient sous ZMA, ils prenaient des multivitamines, des oméga 3 et de la vitamine D. Il n'y a pas de secret. Super. Merci William. Merci Max. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du Polyphénol Podcast avec William. Comme vous le savez, chaque semaine, on sort une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. En ce qui concerne les tests Lucie, vous avez 5% avec le code podcast5off. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avec Anaïs Gautron qui va parler des hormones féminines.